Alors, bonjour et bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez sur la planète. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc vous avez sans doute reçu une invitation pour accéder à cette conférence-là gratuite qui s'appelle donc Vivons-nous dans des univers parallèles? Alors, c'est une grande question. Alors, je vais me présenter un petit peu quand même. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 20 ans, 25 ans, peut-être même plus de 30 maintenant, je ne sais plus. Je ne les compte plus tellement. Ce qui veut donc dire que j'ai pu observer plusieurs milliers de personnes, d'observation des champs subtils de diverses personnes, d'observer au niveau des chakras et tout ça, leur aura. Donc, j'ai pu observer tant au niveau de la santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle, de regarder un petit peu qu'est-ce qui animait ces personnes-là, de quelle façon que je pouvais donc les aider. Ça, c'était un grand volet de mon expérience, hein, ça a été de faire de la consultation. Mais j'ai également aussi, depuis plus de 15 ans, donc fait de l'enseignement, ce qui veut donc dire que j'ai voulu expliquer comment fonctionnait ce que je faisais, comment moi j'avais réussi à développer ces habiletés-là. C'est grâce à une formation que j'ai suivie avec Ron Young, qui est un Américain, qui est un guérisseur chaman, que j'ai suivi pendant 3 années et qui m'a fait découvrir vraiment ce qu'étaient les habiletés intuitives et de quelle façon qu'il était possible de développer ces habiletés intuitives-là. Et puis par la suite, donc, avec les années, j'ai comme voulu beaucoup comprendre. Je suis quelqu'un qui aime bien comprendre ce qu'il fait. J'étais pas du tout à l'aise avec le fait que je savais pas comment j'arrivais à développer des habiletés intuitives moi-même. J'avais reçu des enseignements, mais on m'avait beaucoup fait expérimenter des choses, mais on m'avait pas beaucoup expliqué. Alors, ça m'a amené donc à vouloir comprendre, et c'est là que j'ai développé une approche qui s'appelait l'écoute imaginaire, et qui utilise donc l'imaginaire comme un véhicule me permettant de voyager en moi ou vers un partenaire. Et aujourd'hui, je nomme cela la pleine conscience intuitive. Donc, pourquoi la pleine conscience intuitive? Ben parce que l'imaginaire était souvent mal compris. C'est un peu difficile de faire comprendre ce qu'était l'écoute imaginaire. Et la pleine conscience intuitive, ben, je trouvais que c'est intéressant puisqu'on utilise vraiment cette notion de pleine conscience, mais avec l'idée d'ajouter l'élément que cette pleine conscience-là, elle peut se faire à travers un dialogue avec mon corps ou avec le corps d'un partenaire. Et ce dialogue-là va se faire à travers le support imaginaire. Donc, c'est ça un petit peu que ça m'a amené à développer comme enseignement. Et évidemment, j'ai combiné le développement de l'intuition, de cette capacité à communiquer avec moi-même ou avec un partenaire, avec des techniques de soins qui sont la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins qu'on reconnaît dans la guérison, c'est-à-dire les techniques de soins psycho-énergétiques qu'on va retrouver évidemment dans les diverses techniques de soins qui sont l'équilibre des énergies vitales, l'équilibre des chakras, l'équilibre de l'aura, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ma présentation. Et évidemment, pourquoi j'ai choisi ce sujet de conférence aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu un article récemment, en fait, dans la revue Nexus, que vous connaissez peut-être, qui est une belle revue que moi j'aime bien lire de temps à autre. Et j'ai pu finalement constater que cette notion ce sujet-là, quelque part, c'est un sujet qui m'interpellait. Pour la simple raison que dans cet article-là, dans l'article que j'ai lu, il était question beaucoup, bon, donc qu'on pouvait donc qu'on pouvait vivre dans plusieurs univers parallèles, qu'on était finalement existant dans plusieurs univers parallèles. On amenait même l'idée, par exemple, bon, je sais pas moi, que dans un autre univers parallèle, je pourrais être ceci, et dans un autre univers, je pourrais être cela. Ça impliquait quelque part cette notion d'une forme de, comment dire, de multiconscience. C'est-à-dire une notion, quelque part, qu'on a une conscience, effectivement, que Sylvain Bélanger, par exemple, existe dans plusieurs endroits à la fois. Et moi, je suis ouvert à cette idée-là, mais je me suis dit de quelle façon que moi je peux l'aborder avec l'expérience que j'ai à travers les observations de la pratique intuitive que j'ai eue. J'arrivais à me dire, mais tiens, j'arrive à comprendre pourquoi on arrive à cette conclusion-là. Et j'avais envie donc de faire une conférence pour vous partager un petit peu ce que j'avais comme compris, moi, de ça, et peut-être amener une réflexion, tout simplement. Alors, je dis pas que j'ai la vérité, mais je vais plus vous exprimer quelque part, moi, ce que j'ai comme
comme réflexion concernant cela, parce qu'évidemment, cette notion d'univers parallèle, elle est beaucoup liée donc à la physique quantique, au développement de la physique quantique, des hypothèses qui sont émises dans la physique quantique, où on considère qu'il pourrait exister effectivement plusieurs univers parallèles. Et puis, il y avait des gens qui commencent à amener cette idée que ce serait possible que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse effectivement vivre dans ces univers parallèles-là. Alors, un Sylvain Bélanger pourrait être ici, mais pourrait être aussi ailleurs, en train de faire autre chose, en ayant une autre vie que celle qu'il vit actuellement. Alors, donc, je vais vous faire part un petit peu de ma réflexion concernant ça. Puis évidemment, c'est des questions, des interrogations. Ça me fait toujours plaisir, moi, d'interagir avec les gens qui ont ces questions-là, qui ont des questions pendant la conférence. Donc, vous pouvez mettre ça dans le chat, puis moi, je vais y répondre tout au long de la conférence sans aucune difficulté. Donc, pour d'abord, ce que j'aimerais amener comme idée de départ, c'est dans quel univers on est. Je pense que j'ai déjà abordé le sujet, je vais quand même l'aborder encore une fois, c'est cette notion d'univers superlumineux. L'univers superlumineux, c'est-à-dire que moi, dans un monde terrestre, évidemment, je suis observable. J'espère pour vous que vous puissiez m'observer, j'allais dire ma très grande beauté, mais bon, je vais quand même me limiter un peu. Et je peux effectivement, donc, on est tous d'accord pour constater qu'il y a une réalité terrestre objectivable, c'est-à-dire qu'on peut observer cette réalité-là et elle est donc tangible pour chacun d'entre nous. Et cette réalité tangible, évidemment, avec la physique quantique, on est arrivé à se dire, est-ce que cette réalité-là, quelque part, que l'on observe physiquement, est-ce que c'est la seule réalité? Et c'est intéressant parce qu'en amenant cette idée que c'est peut-être pas la seule réalité, il y a un physicien qui s'appelle Régis Dutheil, entre autres, que j'aime beaucoup utiliser sa terminologie, qui s'appelle qu'il a nommé l'univers superlumineux. C'est un physicien qui avait donc émis l'hypothèse que le monde terrestre est fait de chair et d'os, mais effectivement qu'il y a une certaine forme de réalité plus subtile qui n'est pas observable par nos yeux, mais qui existe néanmoins. Et si elle n'est pas observable par nos yeux, c'est parce que les particules de cet univers-là vont plus vite que la lumière. C'est-à-dire que nos yeux sont capables d'observer les particules qui vont en dessous de la vitesse de la lumière, mais cet univers superlumineux se compose d'un univers qui va plus vite que la lumière. Alors, ça veut donc dire que quand on commence justement à se mettre dans une relation dans cet univers superlumineux-là, quand on commence à observer cet univers superlumineux-là, donc on observe quelque part qu'il y a donc des flots énergétiques. C'est ça que la physique quantique amène de plus en plus. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain fait de chair et d'os, je suis un être, en quelque sorte, qui émet de la lumière, qui émet de l'énergie. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, cette autre personne-là, elle émet aussi une certaine énergie. Donc, il y a des échanges subtils qui se font à travers cet univers superlumineux-là, qui est un univers, donc, qui n'est pas tangible, physiquement parlant, mais qui est de plus en plus, on est de plus en plus en mesure d'observer, de même mesurer ce qui est émis à ce niveau subtil-là. Et puis pour moi, selon mon expertise, mon expérience, je crois vraiment sincèrement que la pratique de la pleine conscience intuitive permet d'accéder à cet univers superlumineux-là. Donc, ça me permet de regarder une personne et de constater que cette personne-là, elle émet une certaine lumière. Et cette lumière-là qu'elle est émise n'est pas observable par l'objectivité de l'observation que je pourrais faire avec mes yeux. Par contre, quand j'utilise le véhicule imaginaire, je peux être en mesure à ce moment-là d'observer que cette personne-là va émettre une certaine somme d'informations énergétiques à son insu. Et cette somme d'informations énergétiques-là me permet de pouvoir donc comprendre quelque part que qu'est-ce qui se dégage de cette personne-là a donc une forme d'information qui est émise par la personne en question à son insu, encore une fois, qui peut donc d'être d'ordre énergétique, donc d'observer par exemple que un organe de son champ énergétique, une activité d'un organe peut être perturbée, comme ça peut être aussi associé, évidemment, à un niveau psycho-émotionnel, donc des mémoires, par exemple, de son histoire personnelle qui pourrait être présente. Mais ça, je vais y revenir de toute façon par rapport à cela. Mais l'idée, donc, de cet univers superlumineux-là, c'est de constater que moi, en tant qu'être humain fait de chair et d'os, je suis donc animé par une forme d'énergie plus subtile. Le physicien Popp, qui est un Allemand, a mis en évidence que le Soleil produisait des photons, des particules lumineuses, et ces particules lumineuses-là sont absorbées par les cellules du corps et les cellules du corps émettent de la lumière. Encore une fois, c'est intéressant parce que ça vient supporter l'hypothèse de Régis Dutheil, et ça amène de plus en plus, évidemment, d'objectivité au fait que quand on observe le champ énergétique d'une personne, ce qu'on observe, évidemment, c'est les cellules du corps qui émettent et qui absorbent la lumière, qui va donc créer une genre de respiration biolumineuse autour du corps physique.
Je vous raconte tout ça parce que vous allez comprendre finalement en quoi, où est-ce que je vais aller avec cette idée de vivons-nous dans des univers parallèles. C'est-à-dire que si moi, je suis fait de chair et d'os, donc dans un monde terrestre tangible, et que je suis à un niveau, dans un autre univers moins tangible, une forme d'énergie, ça veut donc dire quelque part que cette énergie que j'émets, dont je ne suis pas nécessairement conscient, pourrait donc avoir, le Sylvain Bélanger que je suis, pourrait être dans cet univers-là, super lumineux, pourrait donc manifester une conscience à des degrés différents, et que cette conscience-là pourrait donc avoir une certaine forme d'autonomie. C'est ça que je vais essayer de vous présenter tout au long de la conférence. Alors, il y a une question qui m'est posée avant que je poursuive. Je voudrais juste vérifier. Mais n'a-t-on pas intérêt à se concentrer sur une seule réalité si on veut être performant? Donc, oui, bien sûr que la question est intéressante ici. Et bien sûr que c'est ça à quoi je veux en venir. D'ailleurs, Sandra, j'ai pas encore terminé ma démonstration. Mais c'est bien évident, finalement, que ces questions qui se posent et que la physique quantique amène, on doit toujours se rappeler, finalement, où est-ce que je vis, moi. La physique quantique, eux, ils vont très, très loin dans leur réflexion parce qu'effectivement, ils veulent comprendre la réalité et ça dépasse même la réalité objectivable de ce monde terrestre-ci. Hein. Ils vont très, très loin dans leur réflexion. Évidemment, moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement de vous faire une proposition afin de comprendre effectivement en quoi, justement, cette idée d'univers parallèle peut être utilisée dans notre vie tangible, dans notre vie concrète, puisque c'est la seule objectivable, c'est la seule observable dans le monde terrestre. Il faut se le rappeler, puis effectivement, Sandra, tu as totalement raison à ce sujet-là. Donc, alors l'idée de cet univers super lumineux-là, ou de ce champ biolumineux, puisque l'univers super lumineux, on peut donc dire que tous ensemble, collectivement, nous vivons dans un univers super lumineux, et nous pouvons dire également individuellement que nous sommes composés d'un champ biolumineux, c'est-à-dire que nous émettons et absorbons de la lumière. Alors c'est là qu'il faut donc déjà comprendre qu'il y a un monde qui ne nous est pas accessible à travers ce niveau-là et que cet univers parallèle, donc en ce sens-là, il existe, puisqu'évidemment, nous avons tous une réalité qui n'est pas objectivable, qu'on ne peut pas observer nous-mêmes par les moyens, en tout cas les sens connus. Et puis, selon moi, par la pleine conscience intuitive, bien inévitablement, on peut donc constater qu'il est possible de voyager à l'intérieur de soi pour accéder justement à cette compréhension de cette émission énergétique qui est émise par notre corps. Puis, dans ce sens-là, on pourrait envisager ici aussi qu'il est possible donc d'accéder à cet univers super lumineux pour mieux comprendre ce que l'humanité entière, pourrait-on dire, dégage comme lumière. Hein, on pourrait voir ça comme ça. Alors, dans ce sens-là, évidemment, cette lumière-là, elle est donc dotée d'une certaine forme de lumière, donc d'énergie. Okay, moi, par exemple, j'émets une certaine énergie qui est reliée à l'aura. Mais en même temps, dans cette aura-là, je dégage une certaine information psycho-émotionnelle associée à mon histoire personnelle, associée à des mémoires psychogénéalogiques, à des mémoires d'autres vies. On va y revenir aussi. Puis évidemment, qui mettent en évidence aussi mon potentiel futur et tout ça. Donc, c'est tout ça, quelque part, qu'on va essayer donc d'explorer à travers donc la conférence. Donc, dans cet univers super lumineux-là, pour mieux le comprendre, peut-être, mieux comprendre de quoi il se compose, le Rigidité avait mis l'idée que dans cet univers super lumineux-là, il y a une forme, il n'y a pas d'espace-temps pour commencer. Ça, c'est un élément très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde terrestre, il y a un passé, il y a un présent et un futur. Le passé, c'est quelque chose qui s'est passé, hein, qui n'est plus là. J'ai un présent qui est toujours en train de me quitter finalement, et puis un futur qui n'est pas encore quelque chose qui s'est réalisé. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'espace-temps, ça veut donc dire que dans l'univers subtil, dans l'univers superlumineux, il y a donc le passé, le présent et le futur qui font une même réalité. Je vais vous donner un exemple de ça qui est très simple. Moi, par exemple, si je prends le temps d'observer une personne dans son champ énergétique, le champ énergétique d'une personne devant moi, je vais constater que dans ce champ énergétique-là, il y a donc des informations associées au passé. Alors, on est présent, là. Moi, j'observe la personne dans mon présent. Par contre, dans mon présent, je vois cette personne-là qui a une somme d'informations qui est associée à son passé. Par exemple, à l'âge de 8 ans, cette personne-là s'est sentie abandonnée. Je vais donc constater des mémoires de l'enfant de 8 ans qui s'est senti abandonné. Donc ça fait partie du passé. Par contre, j'observe la personne dans son présent et je peux voir ça. Je peux voir également des informations associées à comment elle se sent dans son présent. Et je peux également observer des potentiels futurs, c'est-à-dire des orientations, des indications de ce que la personne est en train de mettre en place dans son futur. Alors dans son présent, j'ai une photographie
de son passé, de son présent et d'un potentiel futur. Je dis bien potentiel futur, puisque, comme Sandra l'a si bien dit, on vit sur une réalité qui est la nôtre, physiquement parlant, et quand on observe une personne avec un potentiel futur, quelque chose qui semble tendre à vouloir se réaliser, on comprend que ce futur-là, qui tend à vouloir se réaliser, est un potentiel puisqu'il n'est pas encore réalisé. Ce potentiel-là, évidemment, pourrait changer pour diverses raisons, et ça, on va y revenir également aussi à ce sujet-là. Donc, ça, c'est une première chose que Rigidité avait observé, ce qui veut donc dire que quand j'observe le champ biolumineux d'une personne, on pourrait dire que j'observe j'ai une perception de mon partenaire dans laquelle le passé, le présent et le futur semblent être une même réalité dans l'observation que je fais dans le moment présent. L'autre chose qui est intéressant, qui est important aussi de nommer, c'est qu'il dit, lui, que dans cet univers super lumineux-là, donc dans le champ biolumineux aussi, il y a une forme d'accumulation d'informations. Alors, l'accumulation d'informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet univers super lumineux-là, l'information s'accumule sans cesse. Alors, dans la tradition spirituelle, on a souvent parlé des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est un espace, c'est comme un peu comme une bibliothèque du savoir humain qui se retrouve là. Et on peut émettre l'idée que Rigidité, en disant justement que l'information s'accumule sans cesse, c'est un peu comme depuis le début des temps, dans cet univers super lumineux-là, tout ce qui s'est passé dans l'histoire humaine se retrouve dans cet univers super lumineux-là. Ça veut donc dire que j'ai accès, quand je pénètre dans cet univers super lumineux-là, au savoir humain dans sa globalité, dans sa totalité. Alors ça, c'est quand même très, très intéressant aussi de bien comprendre cela. L'autre aspect qui est intéressant également à aborder par rapport à cet univers super lumineux-là et qui implique aussi l'observation du champ biolumineux, c'est que on dit qu'il y a un mouvement anthropique et un mouvement néganthropique par rapport à cet univers-là. Je vais m'expliquer. Le mouvement d'entropie, c'est un mouvement qui implique justement ce que moi j'appelle l'usure. C'est-à-dire c'est un mouvement dans lequel on constate effectivement qu'un corps physique va donc, avec le temps, va vieillir, puis à un moment donné, il va mourir. Ça, c'est la loi de l'entropie. Alors, quand on parle de négantropie, on parle de régénération. On parle donc effectivement qu'un corps qui devrait vieillir semblerait ne pas vieillir, justement, semblerait même pouvoir justement préserver une certaine forme de potentiel de vitalité, de santé, qui ferait qu'une personne pourrait vieillir beaucoup plus longtemps et mourir beaucoup plus tard parce que la négantropie serait plus importante. Donc, quand on parle de l'accumulation d'informations qui s'accumulent sans cesse, bien évidemment, il y a donc deux mouvements, pourrait-on dire, dans cet univers super lumineux-là. Un mouvement qui favorise l'organisation évolutive de l'univers et de la conscience humaine, qu'on pourrait qualifier de négantropique, qui veut donc dire quelque part que ça évolue sans cesse et ça devient de plus en plus évolué et de plus en plus vibratoirement élevé. On va dire ça comme ceci. Et de l'autre côté, on pourrait appeler l'entropie, toute forme de mouvement, évidemment, qui, lui, va se renfermer sur lui-même et qui va finalement, donc, tomber dans des cycles, les cycles qui vont être associés, donc, à cette notion de vieillissement, hein, comme les cycles biologiques, par exemple, du corps humain. Là, les organes de notre corps ont des cycles qui font, quelque part, qu'un corps va vieillir puis va éventuellement mourir. Et la négantropie, on peut vraiment voir ça comme un mouvement plus expansif, plus évolutif, qui se régénère de lui-même et qui veut donc dire qu'on ne va pas, dans un contexte de santé, on ne va pas vieillir de la même façon. Donc, ça, c'était donc un aspect que je crois qui est donc bien important à saisir parce qu'évidemment, ce que je vais essayer de vous présenter maintenant ici, c'est cette définition, si vous voulez bien, donc du cerveau quantique qui met en évidence justement que cette réalité anthropique et néganthropique est importante à saisir puisque quand moi j'observe un champ énergétique d'une personne, ce que je vais observer dans cette personne-là, c'est des informations, des mémoires que j'appellerais limitatives et des mémoires que j'appellerais expansives. Pour moi, c'est des définitions de mémoire limitative, ça ressemble à une entropie, et mémoire expansive, ça ressemble à une négantropie. Et je vais m'expliquer en vous le présentant comme ça. Alors, quand j'observe donc une personne, effectivement, qui a un corps physique devant moi, et cette personne-là, finalement, dans son propre champ énergétique, je vais constater, d'une part, dans sa vitalité, dans son énergie, à quelque part dans sa santé, hein, fait compte dans sa vitalité. Je vais donc constater qu'il y a un espace d'entropie dans son corps par l'observation que dans son champ énergétique, il va y avoir des affaissements dans son champ énergétique.
Un peu comme quand on parle d'un aura dans lequel il y a l'aura devrait être parfaitement harmonieux autour de mon corps physique, mais il peut y avoir des zones dans lesquelles il y a un affaissement du champ énergétique. Cet affaissement-là indique bien quelque part que la lumière cellulaire de mon corps n'est pas en mesure d'émettre de la lumière suffisamment. Et le fait qu'elle ne soit pas en mesure de l'émettre, bien évidemment, c'est un peu comme s'il y avait donc effectivement une forme d'usure qui était là. C'est-à-dire que les cellules du corps ne sont pas capables de se régénérer par le fait qu'elles ne sont pas en mesure de respirer adéquatement la lumière. Il n'y a pas d'absorption et d'émission. Ce qui veut donc dire quelque part qu'un effondrement, un niveau énergétique, ça veut donc dire que les cellules ne sont plus en mesure d'avoir un échange adéquat. Et cette entropie-là, c'est donc dire que quand j'observe une personne qui a un état comme celui-là, je ne dis pas qu'elle est malade, mais je peux dire qu'il y a une zone de fragilité qui s'est développée. Cette zone de fragilité peut être plus ou moins affectée par le déséquilibre qui est là. Et c'est là, évidemment, que si je reste comme ça, moi, dans un état de déséquilibre comme celui-là, c'est évident que dans mon observation que je fais de mon partenaire, je peux dire, ben cette personne-là, si elle ne fait rien avec cet état-là, elle pourrait, bon, dans 6 mois, là, je mets une hypothèse, je mets en évidence cette notion de potentiel, c'est donc dire quelque part que dans cette idée de perturbation, à quelque part, mais si elle reste comme ça, cette personne-là, éventuellement, elle pourrait donc être déséquilibrée. Elle pourrait donc avoir un problème de santé avec le temps. Donc, on peut émettre cette hypothèse-là. Alors, évidemment, l'idée ici, c'est pas de condamner quelqu'un en disant, ben, si tu fais rien, dans 3 mois, il va se passer telle chose, mais plutôt au contraire, de mettre en évidence que c'est un potentiel de santé qui est là et qu'il est donc possible d'intervenir sur ce déséquilibre-là au niveau de la région de la gorge, par exemple, pour pouvoir justement rétablir les flux énergétiques, donc de remettre en valeur la notion de négantropie, c'est-à-dire de redonner aux cellules la capacité de retrouver leur vitalité. Alors, vous voyez que quand on commence à bien comprendre cette idée d'entropie et de négantropie d'un point de vue énergétique, ça veut donc dire qu'il est possible de comprendre que moi, en tant qu'être humain, dans mon champ énergétique, j'ai un certain potentiel santé qui va se refléter par cette émanation cellulaire et que plus j'interviens plus je cherche à rétablir les flots énergétiques dans mon corps, plus cette notion de négantropie va devenir de plus en plus présente et plus je suis un peu irresponsable face à ma santé, que je suis pas attentif à cette émission cellulaire-là, mais plus évidemment, il va y avoir des perturbations qui vont en résulter. Alors, c'est certain qu'ici, l'idée de la première chose que j'aimerais vous parler de ça, c'est que quand on parle d'univers parallèle, d'un point de vue de cette observation de la santé, on peut constater que dans le champ énergétique d'une personne, il y a, on pourrait presque déjà dire qu'il y a des univers parallèles dans son propre champ énergétique, dans le sens que, je ne sais pas moi, un organe, par exemple, le foie pourrait être perturbé d'une façon très importante. Alors, la personne est capable de fonctionner d'une façon équilibrée. Sauf que dans le foie, si je porte mon attention vers la région du foie, je pourrais déjà voir qu'il y a des émotions qui sont là, qui sont congestionnées, qui sont bloquées, qui sont beaucoup liées à des frustrations puis des mécontentements, par exemple, et que ces émotions-là, la personne n'en est pas nécessairement consciente. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, pourrait-on dire que dans sa propre structure énergétique, il y a, à quelque part, des états émotionnels dont elle n'est pas consciente et dans lesquels qui se vivent. C'est-à-dire que moi, je pourrais prendre le temps de regarder le foie et observer que dans le foie, il y aurait, par exemple, des émotions de grande frustration, de grande colère inhibées qui ont été vécues à l'âge de 12 ans, par exemple, chez cette personne-là. Et que depuis ce temps-là, cette personne-là accumule, à quelque part, ces frustrations-là. Finalement, sans s'en rendre compte, à quelque part, c'est comme si elle restait dans cet état de frustration et de mécontentement, comme si, effectivement, il y avait une forme de loi d'attraction et qui faisait quelque part que parce que j'ai une frustration, une grande colère dans mon foie, bien inévitablement, je me mets en relation avec des gens qui vont cultiver d'une certaine façon cette frustration-là, qui veut donc dire que finalement, moi, en tant qu'être humain, dans mon monde terrestre, je vais donc vivre ces frustrations-là, parce que la vie me donne l'opportunité de rencontrer des gens qui vont me refléter ces frustrations-là. Puis moi, bien évidemment, le seul choix que j'ai, c'est de me donner l'obligation, quelque part, de devoir faire face à ces relations-là. Et si j'arrive à faire la paix avec ces personnes-là, je risque de justement rétablir le flot énergétique dans la région de mon foie et de lui redonner l'opportunité de pouvoir justement favoriser une circulation énergétique beaucoup plus importante dans cette région-là. Donc, vous voyez que à travers cette action-là, justement, de rétablir les flots énergétiques,
de rencontrer des gens dans ma vie par la loi d'attraction et de faire la paix avec ces personnes-là, ben inévitablement, moi, ce que je fais, c'est que je contribue à permettre au flot énergétique de mon corps de pouvoir se rétablir d'une façon beaucoup plus saine. Et en faisant cela, je me donne l'opportunité justement de faire la paix avec certains états émotionnels qui sont en moi, dont je ne suis pas nécessairement conscient. Donc, quand on parle d'univers parallèle, déjà, on peut déjà dire que juste dans ma structure énergétique, dans la circulation énergétique dans mon corps, je peux déjà constater que dans cette structure énergétique-là, il y a de l'information émotionnelle dont je ne suis pas nécessairement conscient et qui existe dans mon propre champ. Et que si moi, je prends le temps de voyager dans le champ énergétique d'un partenaire, par exemple, je peux voir que des mémoires qui sont dans son champ énergétique, ces mémoires-là, c'est comme si elles existaient véritablement. Comme si je regarde la personne qui a 8 ans, une mémoire de l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, ben mon partenaire qui est devant moi ne se sent pas nécessairement abandonné consciemment. Et il n'a pas nécessairement l'émotion d'abandon non plus dans sa propre conscience. Par contre, dans son propre champ, il y a une mémoire d'enfant abandonné qui, si je commence à parler avec l'enfant de 8 ans, l'enfant de 8 ans va me dire qu'il se sent triste, qu'il se sent abandonné, etc. Donc, vous voyez que quand on parle d'univers parallèle, déjà, on peut comprendre que dans mon propre champ énergétique, dans ma propre animation de l'énergie cellulaire qui est dans mon corps, il y a de l'information qui est là, qui provient de mon passé, et que ces mémoires-là qui proviennent de mon passé, ben, j'émets donc une certaine information de ces blessures-là qui sont en moi. Puis la loi de l'attraction, la loi de l'univers va me demander effectivement de faire un travail dessus en me mettant sur mon passage des gens qui vont me dynamiser au niveau de cette frustration-là, par exemple, ou cette expérience d'abandon que je viens de nommer. Et que tout ça, finalement, la première chose que je vous dirais concernant cette notion d'univers parallèle, c'est que moi, en tant qu'être humain, je suis finalement parsemé d'états de conscience. On pourrait presque dire que ces états de conscience-là sont des petits univers parallèles qui sont en moi, avec lesquels je n'ai pas fait la paix. Et la loi d'attraction va consister justement à me mettre en relation avec des gens concrètement dans la matière qui vont m'obliger de faire un travail sur ces petits univers parallèles avec lesquels je suis pas en état d'harmonie et de paix pour pouvoir finalement me réunifier à moi-même. Donc, vous voyez que ça, c'est déjà un élément qui est très intéressant, je dirais, puisque ça nous permet donc de pouvoir commencer justement à comprendre que dans la vie, il n'y a pas de hasard et que là, on vit dans le monde concret, on est dans le monde tangible. Et ce monde tangible-là, ben, me permet de comprendre que quand je constate effectivement que je suis malchanceux parce que j'ai toujours le même genre de relation dans ma vie qui se produit, ben, je commence à comprendre effectivement que ces situations-là, quelque part, dans lesquelles je pourrais me sentir victime, ben, je peux comprendre que l'univers, finalement, repose sur des règles qui fait que qu'est-ce que moi j'aimais comme individu, ben, inévitablement, il va y avoir dans ma vie des êtres qui vont résonner avec moi, qui vont simplement reconnaître inconsciemment eux aussi, hein, comme deux êtres humains qui ont des champs énergétiques, qui ont des vibrations particulières, qui vont se rencontrer. Ils vont simplement émettre une certaine somme d'informations entre eux, et cette somme d'informations va faire justement que deux êtres humains vont se retrouver dans une forme d'attraction et de résonance, sans qu'ils en soient conscients, et que cette résonance-là a une raison d'être, c'est qu'elle me permet de faire la paix avec justement ces univers parallèles, hein, ces dimensions parallèles qui m'épuisent. Parce que quand je ne suis pas en harmonie avec la souffrance que j'ai vécue à l'âge de 8 ans, où je me suis senti abandonné, ben ça veut donc dire quelque part que je suis dans une forme d'entropie, c'est-à-dire que je suis dans une forme d'usure. Et cette forme d'usure-là, bien évidemment, va entraîner un certain vieillissement. Et quand on me dit quelle preuve de régénération existe-t-il, Sandra qui me pose la question, ben je dirais finalement que de plus en plus, le mouvement de la physique quantique met en évidence à quelque part que le vieillissement, okay, le vieillissement est étroitement relié avec cette loi de l'entropie. Et c'est-à-dire que si le corps devient devient plus sensible au fait qu'il y a une énergie qui circule en nous, que c'est pas juste donc physiologique notre activité humaine, mais qu'il y a vraiment une relation avec la vibration, la relation avec la Terre qui émet un champ électromagnétique, le Soleil qui émet de la lumière, le cosmos qui émet de l'énergie cosmique. Donc, évidemment, je suis une antenne et que cette antenne-là, finalement, si je contribue à lui permettre d'exister et de vibrer, ben, je suis en train de me donner l'opportunité de favoriser cette négantropie-là. Donc, la régénération, elle existe. Il suffit simplement de commencer à poser un regard sur la physique quantique et même la médecine quantique qui commence vraiment à aborder cette notion-là. Et je dirais que, évidemment, la guérison, hein, les guérisseurs, depuis le début des temps, ont bien mis en évidence cette notion que par le travail énergétique, on pouvait régénérer le corps, on pouvait rétablir des flots énergétiques, on pouvait rétablir la santé. Alors, les preuves de régénération,
je ne sais pas à quoi vous faites référence par rapport à ça pour arriver vraiment à le faire. S'il y a des gens qui ont des problèmes de son, parce que je vois qu'il y en a peut-être quelques-uns qui le manifestent, je dirais simplement de sortir de la salle et de revenir. Souvent, c'est ça qui va régler la qualité du son. Nettoyer le passé change le présent, donc aussi l'avenir. Donc, effectivement, nettoyer le passé, bien évidemment, comme je disais tantôt, c'est que si moi je nettoie le passé, c'est-à-dire que je fais un travail sur des événements de mon passé, mon histoire passée, par exemple, de l'âge de 8 ans où je me suis senti abandonné, le fait que je fasse la paix avec ce passé-là, inévitablement me permet de récupérer une certaine énergie reliée à la souffrance que je vivais depuis l'âge de 8 ans. Parce qu'il faut comprendre que l'événement de 8 ans a été comme quelque part un événement qui va traumatiser et sans m'en rendre compte, je m'en suis dissocié. Un peu comme si cette énergie-là, j'avais rejeté de moi en me disant « je ne veux plus vivre la souffrance ». Ce qui se passe, par contre, c'est que dans mon propre champ énergétique, je vais marquer dans mon champ énergétique une forme de mémoire. La mémoire, c'est cet enfant de 8 ans que j'ai rejeté, qui se trouve un petit peu comme dans un univers parallèle, et cet enfant-là continue à vivre en quelque sorte. Il continue à vivre comme s'il avait une conscience qui lui était propre, mais qu'il n'arrivait pas à développer une maturité plus grande, parce que justement, la souffrance dans laquelle il se trouve ne peut pas lui donner accès à autre chose que cette souffrance-là. Et c'est ce que j'appelle, moi, la mémoire limitative, c'est-à-dire un mouvement qui se répète et qui se répète et qui se répète. C'est-à-dire que moi, j'ai plus 8 ans, mais cette mémoire-là de l'âge de 8 ans est encore présente. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement figée dans le temps, parce qu'il y a eu un blocage, une émotion qui n'a pas été régularisée, qui n'a pas été rétablie et qui fait effectivement que je suis prisonnier de ça. Et c'est ce qu'on appelle justement l'entropie. C'est ça l'entropie. C'est quand il y a effectivement une forme d'énergie qui n'est plus en mesure de bouger, qui n'est plus en mesure de se régénérer, justement. Alors qu'en égantropie, c'est une réintégration de ces énergies-là dans l'unité de mon être, qui veut donc dire que je suis dans une position où je rétablis les flots énergétiques dans mon corps de la façon la plus favorable possible. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment que moi, je rétablis cette énergie-là en moi, dans mon présent, c'est bien évident que parce que j'ai changé mon regard sur mon expérience de mon passé, c'est évident que mon potentiel futur prend une autre forme. Et c'est ça un peu la notion du saut quantique, en fin de compte. Hein? C'est cette notion que parce que je récupère des choses qui sont en moi, ben, je suis en mesure de pouvoir envisager un changement dans ma propre conscience. Ce changement-là de ma conscience va se faire comment? Il va se faire par le fait que je fais la paix avec mon passé, ce qui va donc dire que je vais récupérer de l'énergie vitale. Le rétablissement de ma bioluminescence cellulaire va se faire d'une façon plus efficace. Ça veut donc dire que je vais réorganiser mon champ énergétique par la cicatrisation de ces blessures-là, qui veut donc dire que je vais accéder à des niveaux de conscience que je n'avais pas accès parce que cette blessure-là que j'avais vécue à l'âge de 8 ans m'empêchait d'y accéder. Et c'est ça qui va m'amener donc à réorganiser ma vision du monde, parce que je vais commencer effectivement à entrevoir ma vision du monde d'une façon différente. Donc, vous voyez que c'est là quelque part qu'on comprend que le passé, présent, futur a vraiment, dans un moment présent, a énormément d'impact, parce que dans mon présent, je traîne avec moi mon passé, à quelque part, influe mon présent, mais ce présent-là, quelque part, va donc avoir une action aussi sur le potentiel futur qui va en résulter. Donc, si moi, je suis convaincu d'être abandonné parce que à l'âge de 8 ans, j'ai été abandonné, ben, mon présent va refléter cette notion d'abandon-là, mais encore plus, mon futur, ce que je suis en train de construire comme futur, va aussi me refléter cette même expérience d'abandon-là. Ça veut donc dire que je suis en train de me programmer, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le karma. Hein, le karma repose justement sur des règles figées. Les règles figées, c'est toute cette notion de limitation dont j'ai parlé tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de reconnaître en épigénétique que les gènes ne sont pas figés. Et ça, c'est intéressant à comprendre cela. Parce que si on comprend quelque part que les gènes ne sont pas figés, ça veut donc dire effectivement qu'on est en train d'accepter l'idée que tout ce qu'on appelait donc la génétique, tout ce qui était héréditaire, finalement pourrait bouger aussi. Et ça amène donc toute une réflexion sur le karma aussi, puisqu'on pourrait se dire, mais finalement, le karma, à quelque part, est-ce que tout pourrait pas justement bouger? C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle ce qui est figé, qu'on avait l'impression qu'il était figé, on est en train de constater que peut-être que tout peut bouger, tout se transformer. Et cette transformation-là, évidemment, amène un nouveau paradigme dans l'esprit que la physique quantique, effectivement, est en train de chercher à mettre en place tout doucement. Les neurosciences aussi sont en train de beaucoup travailler là-dessus, c'est-à-dire de nous amener à prendre conscience que ce que nous, on avait compris de la réalité jusqu'à maintenant, elle était peut-être un peu trop figée, justement, et qu'on ne comprenait pas quelque part qu'on était en étroite relation avec un univers très vaste, et que cet univers très vaste-là pouvait nous régénérer en tant qu'être humain, tant dans un contexte physique, énergétique, que psycho-émotionnel et spirituel.
et que plus on est en train d'apprendre à reconnaître cette réalité-là mouvante, parce que moi, il n'y a pas si longtemps, on pensait que notre réalité était uniquement terrestre, et là, on commence à comprendre effectivement que cette réalité terrestre-là, elle est animée par un principe vivant, et ce principe vivant-là, ben, elle mène quoi? Ben, elle mène justement la mouvance, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus figé, mais quelque chose qui est en mouvement. Et cette notion de négantropie met bien en évidence cette notion de mouvement qui fait qu'on peut donc régénérer à plusieurs niveaux notre être, tant dans un contexte de santé physique que dans un contexte de santé énergétique, que dans un contexte de santé psycho-émotionnelle. Ça veut donc dire que toutes les limitations qu'on peut subir en tant qu'être humain au niveau psycho-émotionnel, ben quelque part, ce regard-là nous amène à nous dire, ben finalement, il est possible de commencer à poser un regard sur une réalité qui n'est plus figée dans notre réalité psychologique, mais qu'on peut vraiment commencer à comprendre qu'il est possible de dénouer ces émotions-là, émotionnelles qui sont en soi, pour accéder à un renouveau. Il y a des techniques, donc la pleine conscience intuitive a été beaucoup développée dans ce sens-là. Je vais en parler un petit peu plus tard, à mesure que la conférence va avancer, sur dans quelle façon qu'elle peut être utile par rapport à tout cela. Quand les symptômes sont installés depuis très longtemps, est-il plus difficile de guérir ou de changer un comportement? Remarque qu'on a plus de mal à lâcher prise. Bien sûr que quand les symptômes sont installés depuis très longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'ils sont plus figés. Ça veut donc dire qu'ils sont plus limités. On est plus identifié à eux. Alors, dès qu'on parle d'une conscience limitée, on parle de conscience anthropique. On parle de conscience, effectivement, qui est prisonnière d'un mécanisme, d'une tendance énergétique qui est malsaine, finalement, qui ne permet pas à l'énergie de retrouver une réorganisation plus évolutive. Donc, c'est certain que quand c'est installé depuis très longtemps, bien inévitablement, il faut être conscient qu'il y a donc une attention plus importante qu'on va devoir mettre dessus pour amener le changement. Et ça, c'est quelque chose qui est bien évident en quelque sorte. Hein? Et c'est en ce sens-là que quand moi j'observe une personne d'ailleurs qui a des problèmes de symptômes plus installés dans son énergie, bien évidemment, son champ énergétique va être beaucoup plus perturbé en profondeur. Donc, l'intervention que je vais pouvoir faire sur cette personne-là, bon, elle va être plus difficile, plus longue, souvent, parce que justement, c'est plus figé, c'est plus limité. Donc, les croyances de la personne sont plus arrêtées, l'énergie circule moins bien au niveau cellulaire, etc. Donc, vous voyez que c'est là qu'on comprend que si on veut arriver à faire un changement sur une structure qui est plus figée, bien évidemment, ça va prendre plus de temps parce qu'on ne travaille pas juste sur le corps physique, sur l'énergétique, mais aussi sur les croyances psychologiques qui sont associées à ça. Parce que ça fait longtemps qu'on a des croyances qui sont figées. Bien inévitablement, on s'est attaché à ça en quelque sorte. Ça fait partie de notre personnalité. Donc, tout un travail, évidemment, plus important à faire pour parvenir à faire un changement à ce niveau-là. Donc, maintenant qu'on comprend toute cette réalité-là, du moins, je l'espère pour que vous me suivez par rapport à tout ce que je vous dis. Puis évidemment, si c'est des questions, des interrogations que vous avez, faites-moi en part. Ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Alors maintenant, ce que j'aimerais aborder, donc j'ai parlé de cette fameuse mémoire limitative expansive. Et quand on aborde les physiciens, on commençait à mettre l'idée que le cerveau on était animé par un cerveau qu'on dit quantique. C'est-à-dire que le cerveau est délocalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas localisé dans la tête, il est localisé dans le champ énergétique, donc dans la lumière, la bioluminescence du corps. Ça veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je pourrais dire j'observe son cerveau, j'observe sa conscience. Et dans cette conscience-là, on a vu elle pouvait être animée par une somme d'informations énergétiques et psycho-émotionnelles, c'est-à-dire que toute mon histoire de ma vie personnelle, hein, jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle se retrouve dans mon champ énergétique. Et le cerveau quantique, on émet l'idée que dans cette observation que j'ai d'une personne, on dit maintenant que c'est un potentiel virtuel qui se trouve là. Le potentiel virtuel, c'est que quand j'observe le cerveau d'une personne, le champ énergétique d'une personne, je vais donc constater qu'il y a un ensemble de probabilités que je vais observer dans son champ énergétique. Cet ensemble de probabilités, c'est quoi? C'est effectivement, d'une part, c'est toute l'histoire du passé de la personne. On pourrait presque dire, c'est toutes les relations ou les résonances qu'elle peut avoir avec son histoire familiale. C'est toutes les résonances qu'elle peut avoir avec les mémoires d'autres vies. Hein, parce qu'on peut concevoir ainsi que l'être humain est une antenne, et cette antenne-là, elle vibre avec son histoire personnelle, mais elle vibre aussi avec les mémoires familiales et les mémoires d'autres vies, en tenant compte de l'univers superlumineux dont je vous ai parlé tantôt. Hein, je vous ai dit que dans cet univers superlumineux-là, il y avait donc une information qui s'accumulait sans cesse depuis le début des temps. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je peux raisonner avec mon histoire personnelle, mais je peux donc raisonner
par mes gènes, hein, par ma structure génétique, par les cellules qui animent hein, ces gènes, tout ça. Je peux donc raisonner avec les mémoires de mon histoire familiale, puis je peux également raisonner avec des mémoires d'autres vies qui vont correspondre, qui vont résonner avec mon histoire à moi, c'est-à-dire qui vont avoir des correspondances. Ça veut donc dire que la loi de l'attraction, elle ne s'applique pas seulement dans le monde terrestre, mais elle s'applique également dans le monde subtil. C'est-à-dire que moi, à mon insu, sans que j'en sois conscient, je suis en train de raisonner présentement avec des mémoires d'autres vies qui vont m'amener aussi à faire un travail sur ma propre conscience. Hein, si j'en deviens conscient, mais je peux donc voyager dans ma propre structure pour commencer à me mettre en relation avec les mémoires d'autres vies qui sont présentes en moi et qui me proposent justement de faire un certain travail pour moi. Hein, parce que si je rencontre des gens sur la rue qui me mettent en relation avec des expériences qu'ils ont à me... Et par exemple, si moi je vis l'abandon, ben, je risque de me retrouver dans la vie terrestre à rencontrer des gens qui vont peut-être me proposer aussi de me faire vivre l'abandon pour que je fasse un travail sur moi. Alors, quand je rentre dans le monde, dans l'univers super lumineux, on pourrait assez facilement concevoir que moi, je vais raisonner aussi avec des mémoires d'autres vies qui ont également l'expérience d'abandon à me proposer. Parce qu'effectivement, le travail va consister justement à me libérer de tout ça pour que je puisse réunifier mon être. Et me réunifier mon être, ça veut donc dire quelque part de quitter, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'univers parallèle. Un univers parallèle, ça implique justement que ma conscience est dissociée. Elle est dissociée en morceaux. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas un être humain unique. Je suis une conscience qui est dissociée par l'expérience de souffrance que j'ai vécue, qui peut résonner avec des mémoires d'autres vies, des mémoires familiales et ma propre histoire personnelle, et que tout ça finalement cultive une forme de dissociation, une forme de coupure avec mon être, qui fait que je ne parviens pas à ramasser la personne que je suis et en faire un élément d'unité. Alors, vous voyez que quand on parle donc de vivons-nous dans des univers parallèles, on pourrait certainement dire que oui, on vit dans des univers parallèles parce que notre conscience n'est pas unifiée en une seule pièce. Et que parce qu'elle n'est pas unifiée, ben, elle se retrouve constamment dans des parcelles de notre conscience qui va résonner, hein, résonner avec des êtres humains hein, qu'on rencontre. L'abandon, par exemple, qui est en moi, c'est pas moi, c'est l'abandon, c'est une partie de moi. Mais cette partie-là de moi va résonner avec une personne qui est devant moi, qui elle aussi va donc avoir une manifestation, une partie d'elle qui va résonner avec la mienne et qui va faire qu'il y a donc une forme d'attraction qui va s'effectuer. Comme quand je rentre dans le monde subtil, bien évidemment, ces parcelles de conscience qui sont en moi vont donc résonner avec des mémoires familiales, résonner avec des mémoires d'autres vies de la même façon. Et dans ce sens-là, on comprend effectivement qu'on peut, en tant qu'être humain, vivre dans plusieurs niveaux de conscience à la fois et que ces niveaux de conscience-là ben, peuvent effectivement nous empêcher de pouvoir évoluer et progresser, puisqu'on est dans l'entropie complètement dans ces moments-là, puisqu'on est dans une position d'usure, hein, d'effort énergétique, puisque toutes ces énergies qui sont dissociées ne sont pas réunifiées à nous. Donc, on est confronté, évidemment, à perdre beaucoup d'énergie à travers ce processus-là. Et le travail d'unité mais, consiste à rétablir, justement, la position de verticalité où j'apprends à faire la paix avec ce qui anime mon être, c'est-à-dire les mémoires personnelles qui sont en moi. J'arrive, en étant en paix avec moi, à ne plus raisonner avec des mémoires familiales ou des mémoires d'autres vies. Et à ce moment-là, bien évidemment, en étant plus dans une position d'unité, je peux donc être dans une position de plus grande paix intérieure dans mon présent. Et dans mon présent, évidemment, comme je suis en état de paix et d'harmonie avec moi, je peux envisager un futur qui va être en état de paix et d'harmonie avec moi aussi. Donc, vous voyez que c'est là qu'on commence à se sortir, d'une certaine façon, des déperditions énergétiques qu'on va retrouver en tant qu'individu. Maintenant, si on aborde la notion d'univers super lumineux dans le sens collectif du terme, on comprend que tout ce que je viens de nommer d'un point de vue individuel, on va le vivre en tant que collectivité. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle d'un pays, par exemple, la France ou le Canada, hein, pour donner des exemples, ben, le Canada, quelque part, a un univers super lumineux, c'est-à-dire que toute la conscience collective du Canada a une certaine émission d'absorption et d'émission lumineuse, et quelque part, si on commence à voyager dans l'observation de cette conscience collective-là canadienne, on va constater effectivement qu'il y a donc des mémoires anthropiques et des phénomènes de négantropie également qui sont là. Et ça veut donc dire quelque part que la conscience collective humaine canadienne a donc une volonté d'évoluer plus ou moins importante, tout comme en France ou dans d'autres pays. Alors, vous voyez qu'on comprend quelque part ici que quand on pense à un univers parallèle, ça veut donc dire justement que en tant que collectivité, on est aussi, nous, en tant que collectivité, prisonniers d'une certaine forme d'univers parallèle, puisque physiquement, nous vivons tous dans un même pays, mais nous vivons tous dans un même pays avec, justement, un certain ensemble
d'expériences communes en tant que collectivité d'un peuple, et ces expériences communes-là vont faire justement que dans cet univers parallèle-là, il y a donc des blessures collectives qui sont là et qui vont effectivement générer aussi, encore une fois, une forme d'entropie, une forme d'usure qui va faire en sorte que la collectivité va plus ou moins pouvoir évoluer d'une façon satisfaisante également. Alors, vous voyez que ça, c'est quand même un thème intéressant à réfléchir, c'est-à-dire que dans cet univers parallèle-là, il y a plein d'énergie dont on n'est pas conscient, nous, en tant que collectivité, qui vont nous influencer. Et ces influences-là se font à notre insu, tant et si longtemps qu'on n'a pas développé des moyens pour accéder à ces phénomènes-là. Et c'est là que ça devient intéressant, la pleine conscience intuitive, puisque c'est là qu'on va aborder vraiment la notion de comment peut-on arriver à devenir plus conscient de ces phénomènes-là. C'est ça un peu l'idée, hein, qui est stimulante, d'arriver avec des solutions. Là, je vous parle de la pleine conscience intuitive, mais il y a d'autres façons aussi d'y arriver. Moi, je crois beaucoup à ce que je vous propose, mais c'est certain que d'autres moyens également, bien sûr. Le développement de l'intuition est certainement un moyen fort intéressant, et la méditation, le travail spirituel, bon, toute cette façon de travailler pour favoriser l'unité en soi. C'est ça, quelque part, qui est vraiment l'élément fondamental de cela. Donc, ça, c'était beaucoup ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Alors, maintenant, si on regarde par rapport à tout ce que je viens de vous nommer, on a compris que le champ biolumineux est animé donc d'un potentiel énergétique. Le potentiel énergétique, c'est que j'observe une personne et je vois qu'il y a une émission lumineuse qui s'exprime de cette personne-là, qui est son aura, et que dans le présent, cette personne-là, je suis capable de voir son passé, c'est-à-dire je vois d'où elle vient, je vois qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, et je vois le potentiel futur qui est là. OK? Ça veut donc dire que ça, c'est un constat. J'observe la personne et je peux parler de son potentiel énergétique. Si je regarde maintenant d'un point de vue psycho-émotionnel, je regarde la même personne, je vais donc voir que dans cette lumière qui est émise par cette personne-là, il y a donc une somme de mémoire qui est là. La somme des mémoires sont des énergies qui sont dissociées, des expériences émotionnelles avec lesquelles la personne n'est pas en paix, n'est pas en harmonie, et que ces informations psycho-émotionnelles vont se manifester sous forme de personnages. Et ces personnages-là, quand on les regarde, on pourrait se dire, mais mon Dieu, cette personne-là, elle est possédée. Elle est possédée parce qu'il y a plein de personnages qui sont en elle. Puis quand je communique avec chacun de ces personnages-là, ils sont capables de me parler, ils sont capables de discuter avec moi, ils ont une conscience, ils ont une autonomie dans leur façon de se comporter. Quand j'ai commencé avec la formation avec le guérisseur, j'ai été confronté beaucoup à ce problème-là, c'est-à-dire que moi, j'avais une facilité à percevoir des mémoires dans les champs énergétiques des gens, et je ne comprenais pas c'était quoi ces mémoires-là par rapport à ce que Ron nous racontait, qui était concernant les entités. Hein, ce guérisseur-là parlait beaucoup d'entités. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était que des entités parce que je voyais des mémoires, puis ces mémoires-là avaient toutes les mêmes caractéristiques qu'une entité, c'est-à-dire qu'elles semblaient dotées d'une conscience, elle semblait être autonome, elle semblait pouvoir faire des choses à notre... Hein, par exemple, moi, j'étais avec quelqu'un, je voyais un petit enfant qui était dans son champ énergétique avec la personne, et la personne faisait un certain nombre de choses, et le petit enfant faisait un certain nombre d'autres choses, et je pouvais rester en contact avec l'enfant qui était présent, il y avait vraiment une autonomie qui était là. Et c'est sûr que dans cette notion-là, quand on parle d'univers parallèle, hein, je donne un bon exemple de ça, c'est-à-dire qu'un individu peut donc fonctionner dans le monde terrestre, et on peut objectiver cette personne-là dans le monde terrestre, mais dans sa structure subtile, il peut y avoir donc des mémoires qui sont vraiment autonomes et qui font un certain nombre de choses qui vont donc effectivement nous mettre dans une position de dualité intérieure, parce qu'on n'en est pas conscient, mais les conséquences de cette dynamique-là, c'est qu'on devient duel avec nous-mêmes parce qu'on n'est pas dans une position de pleine harmonie avec soi. Hein? Si moi je décide d'aller à gauche, mais que les énergies qui animent mon être, dont je suis dissocié, veulent aller à droite, mais je suis en conflit avec moi. Et vous voyez que dans ce sens-là, cette notion d'univers parallèle met bien en évidence que je suis un être de conscience, mais de quelle conscience? Hein? Moi, je suis Sylvain Bélanger, mais qu'est-ce qui anime Sylvain Bélanger et combien d'individus animent Sylvain Bélanger? C'est combien d'états de conscience qui animent Sylvain Bélanger? Ça veut donc dire que plus je suis dissocié, plus je me retrouve avec des Sylvain Bélanger qui ne sont pas nécessairement en harmonie les uns avec les autres. Ça veut donc dire que moi, j'ai observé dans les cas de psychiatrie, par exemple, j'avais eu la chance de travailler avec un psychiatre à un moment donné, et j'ai pu donc travailler avec des gens qui étaient atteints de problèmes mentaux, et ce que je constatais, qu'on a constaté en fait, c'est que ces personnes-là, quelque part, qui ont des problèmes psychologiques importants, se retrouvent dans une situation où leurs mémoires sont tellement en conflit les unes avec les autres que l'individu est incapable de se ramasser en un seul morceau.
Il est incapable de se réunifier en une seule voix. Donc, à quelque part, c'est un être qui est morcelé. Sa conscience est morcelée à un point tel que l'individu n'est pas capable d'avoir une identité qui le ramène à dire « je suis Sylvain Bélanger ». Il se retrouve, lui, à être dans une situation où il est constamment en conflit avec sa propre identité parce qu'il n'arrive pas à trouver qui il est, parce qu'il est comme dominé en quelque sorte par les mémoires en question. Alors, vous voyez que quand on observe donc le champ énergétique d'une personne, ou notre propre champ énergétique, ben, on va constater effectivement qu'on est animé par des émotions, par des mémoires, qui sont reliées donc à des conflits qu'on a à l'intérieur de soi, et que si on fait la paix avec eux, ben on va favoriser cette fameuse négantropie dont j'ai parlé tantôt, mais que si on ne parvient pas à faire la paix avec eux, on va cultiver une forme d'entropie qui va créer donc de l'usure et des conflits psychologiques et des conflits énergétiques aussi. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire par rapport à cette notion de santé psycho-émotionnelle. Et puis, il y avait la santé spirituelle, dont on pourrait parler, qui touche évidemment cette notion que moi, en tant qu'être humain, je suis animé, je suis en relation avec une forme d'intelligence universelle, qu'on pourrait appeler l'âme, hein, pour donner un terme, ou le soi supérieur, qui est une expression ultime de mon être, et que cette expression ultime de mon être fait que moi, en tant qu'être humain, j'ai le souhait, j'ai le désir inconscient de vouloir me rétablir la liaison avec cette expression spirituelle qui est l'âme ou le soi supérieur. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je veux retrouver mon unité, et retrouver mon unité, ça veut donc dire retrouver ma capacité à être en alignement avec mon soi supérieur ou mon âme, et que les flots énergétiques de mon soi supérieur ou de mon âme s'expriment librement dans ma structure, et que ma santé psycho-émotionnelle et ma santé énergétique et ma santé physique puissent se déployer d'une façon naturelle et harmonieuse, dû au fait que je suis en pleine harmonie avec l'expression du soi supérieur ou de l'âme. C'est ce qu'on pourrait appeler certainement une forme de santé parfaite, ça, ce que je viens de vous décrire. Et dans ce sens-là, mais ça fait référence sans doute à des êtres qui ont atteint un niveau d'illumination, de choses de cet ordre-là. Alors, cet élément-là, quelque part, vient amener donc une autre réflexion que j'avais envie de vous apporter concernant donc vivons-nous dans des univers parallèles, c'est que ça amène le principe de la mort et des personnes décédées. Alors moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes de communiquer avec des personnes décédées, puisque ça m'arrive fréquemment que des clients viennent me voir me demandant donc de pouvoir d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, de pouvoir communiquer avec des personnes décédées. Et j'ai eu, évidemment, malheureusement, des occasions de rencontrer des personnes décédées qui étaient proches de moi, dont ma mère, entre autres, à laquelle je fais référence ici, puisque c'était une des premières fois que j'ai eu un contact qui m'a vraiment amené cette réflexion-là que je vais vous partager. C'est que quand j'ai pu me mettre en relation avec ma mère, qui était décédée, j'ai commencé à constater que j'ai commencé à aller explorer divers niveaux de conscience de ma mère. Et j'ai constaté effectivement que cette personne-là qui était décédée, qui n'était plus vivante, elle avait, dans mon voyage, je constatais que selon où je vibrais, selon où j'étais dans mon niveau de conscience avec ma mère, je vivais une relation avec ma mère qui était différente. Je me rappelle, par exemple, que quand j'allais dans le sol, hein, dans l'idée d'un enterrement, je me rappelais qu'elle était morte d'une maladie qui était l'Alzheimer, donc je constatais qu'elle était complètement perdue, elle était complètement comme encore dans un mode comme si elle était encore malade, elle était complètement perdue, elle ne savait pas qu'elle était morte, etc. Et que plus j'élevais mon niveau de conscience et ma relation avec elle, plus je constatais que je captais d'autres informations qui pouvaient être plus ou moins limitatives ou plus ou moins évolutives selon le niveau de conscience que j'atteignais. Je vous rappelle que quand je disais tantôt, je vous parlais de mémoire limitative. La mémoire limitative, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire qui est renfermée sur elle-même. Et pourquoi elle est renfermée sur elle-même? Parce qu'il y a une expérience émotionnelle qui nous ramène à cet élément d'être figé, d'être élément de la douleur ou de la souffrance. C'est un peu comme la mémoire qui souffre. Un enfant de 8 ans qui s'est senti abandonné, ben cet enfant de 8 ans qui s'est senti abandonné, pourquoi il ne change pas, il n'évolue pas? C'est parce qu'il est trop identifié à sa douleur, à sa souffrance, puis il n'est pas capable d'envisager autre chose que sa souffrance. Donc, lorsqu'on aborde le monde des morts, ben, quelque part, on peut envisager cette chose que la personne décédée, elle est morcelée, elle n'a plus de corps physique, donc elle se retrouve avec des mémoires, des éléments de sa conscience qui sont plus ou moins évolués. Et ces éléments de sa conscience, bien inévitablement, sont en partie détachés. Et puis, évidemment, quand on commence à faire un travail sur ces éléments-là, ces mémoires-là, bien évidemment, on va constater que le travail va consister justement à chercher à rétablir l'alignement avec l'âme, le soi supérieur de la personne décédée, pour que justement ces mémoires-là soient le plus possible cohérentes les unes avec les autres, pour qu'il y ait effectivement une forme de réunification qui puisse s'effectuer
de la personne décédée. Donc, c'est un élément important que je voulais apporter ici parce que ça nous amène donc à cette fameuse notion de vivons-nous dans des univers parallèles? Ben, on pourrait certainement dire que oui, hein, à quelque part, mais peut-être pas de la même façon qu'on en entend parler quelquefois où on se dit, eh ben moi, Sylvain, je suis une star dans une autre vie, puis dans une autre dimension, je suis un policier, dans une autre dimension, je suis un médecin, dans une autre dimension, je fais la fête, par exemple. Alors, vous voyez que là, on tombe dans quelque chose, finalement, qui nous ramène à cette notion de c'est quoi la conscience? Est-ce que la conscience, quand je vais voir ma mère, c'était la grande question que je me suis posée, parce que quand j'ai été en communication avec ma mère qui était décédée, et que j'ai vu effectivement que l'expression de ma mère se manifestait sur plusieurs plans de niveau de conscience différents, ça m'a amené à me dire, OK, mais c'est qui cette personne-là, finalement? Une personne décédée, c'est qui? Est-ce que moi, si je décède demain matin, est-ce que je me retrouve Sylvain Bélanger, une entité morte, et il n'y a pas d'autre Sylvain Bélanger que ça? Ou, au contraire, est-ce que Sylvain Bélanger qui meurt se retrouve pas dans une position où sa multiconscience, ces plusieurs états de conscience dans lesquels il se trouve, se retrouve dans des niveaux de fréquence différents et que le travail consiste justement à rétablir, à se départir, pourrait-on dire, progressivement de toutes ces mémoires-là quelque part pour que on retrouve la lumière, pour que je retrouve finalement l'unité avec l'expression de l'âme. Ça amène un thème intéressant, tout ça, parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait Le Messager, pour ceux qui ne le connaissent pas. J'en parle parce que c'est un livre qui reflète beaucoup cette notion-là, puisque dans Le Messager, qu'est-ce qu'on racontait? C'est que la collectivité humaine se retrouve dans une situation où elle est polluée. Polluée par quoi? Mais par la mémoire. Et la mémoire, c'est que si je reviens avec la collectivité, c'est-à-dire que là, je viens de vous présenter un cas, le cas de ma mère. Maintenant, si on parle d'une collectivité humaine, de la société, de toute la collectivité dans laquelle de tous les êtres humains sur Terre, c'est sûr que tous les êtres humains sur Terre produisent de la mémoire à leur insu. Alors, quand une personne décède, on comprend évidemment que la personne décède, mais que cette mémoire-là qu'elle a produite à son insu se retrouve en fin de compte encore présente, c'est-à-dire que la conscience qui était investie dans ces mémoires-là, mais elle est encore programmée en quelque sorte après la mort. Puis effectivement, on peut penser que si moi, par exemple, j'ai une pensée, un état émotionnel qui résonne avec une personne décédée, avec une forme de conscience de la personne décédée, je suis en train de nourrir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train de créer un magma de mémoire. Un magma de mémoire, une pollution mémorielle, parce que tous les êtres humains sur Terre sont en résonance avec leur propre histoire personnelle, mais aussi avec leur histoire familiale, leur psychogénéalogie, mais aussi avec l'histoire de l'humanité. Ça veut donc dire que toute forme d'expérience mémorielle qui existe depuis le début des temps se retrouve finalement nourrie, en quelque sorte, par l'inconscience humaine, c'est-à-dire par le fait qu'on soit inconscient nous-mêmes de cette relation que nous avons avec cet univers super lumineux-là. Donc, ça alimente effectivement quelque chose d'intéressant. Ça veut donc dire finalement que moi, en tant qu'être humain dans le monde terrestre, ben, je suis influencé par qui puis par quoi? Est-ce que ce serait possible que moi, en tant que Sylvain Bélanger, puis que vous aussi, on soit carrément manipulé par une forme de conscience mémorielle sur laquelle on n'aurait aucun contrôle, parce qu'elle serait devenue autonome par elle-même. C'est-à-dire que l'inconscient collectif, depuis le début des temps, a créé à quelque part une forme de conscience qui est devenue autonome, et cette conscience autonome-là aurait un impact sur notre propre existence sur Terre, parce que elle viendrait finalement, d'une certaine façon, nous manipuler, en quelque part, parce qu'elle nous ramènerait constamment à vouloir nous garder dans une forme d'entropie, c'est-à-dire une forme de conscience égoïque, fermée sur elle-même, dans lequel on n'arrive pas, nous, à se sortir de cet état de conscience-là, comme si on était dans une forme de transe, et que cette transe-là ne nous donne pas accès à quelque chose de plus évolué, de plus lumineux, qui se rapprocherait donc du soi supérieur, de l'âme, d'une forme de conscience super lumineuse dans laquelle l'information mémorielle humaine ne serait pas là, dans lequel il y aurait une forme de silence, une tranquillité, un genre de petit paradis, quoi, et dans lequel l'être humain pourrait envisager le monde différemment. Parce que dans ce niveau de conscience-là, il ne serait plus pollué par tout ce qui était vécu depuis le début des temps et qui nous ramène continuellement vers la reproduction de la douleur et de la souffrance humaine. Donc, cette notion de vivons-nous dans un univers parallèle, ben, est une question intéressante, finalement, je trouve, parce que, quelque part, elle nous oblige à nous dire, ben, qu'est-ce que je suis, moi, en tant qu'être humain? Qu'est-ce que j'aimais en tant qu'être humain? Quelle est la relation que j'ai avec l'histoire humaine, avec la collectivité humaine, puisque sur Terre, présentement, dans le concret, on est une collectivité humaine. On vit à des lieux différents, mais avec la physique quantique, on comprend bien que cette distance-là n'existe pas vraiment.
On peut très bien être en relation avec la collectivité humaine. On crée donc une forme de collectivité. Et cette collectivité humaine, à quelque part, ben effectivement, génère quelque chose. Et on sait maintenant que dans cet univers superlumineux-là, il y a quelque chose qui s'est généré depuis le début des temps. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre, quelque part, qu'on est dans une espèce de grand magma de pollution et que ce grand magma de pollution, pour s'en extraire, pour revenir à la question de Sandra qui m'est posée, ben, il faut certainement envisager, à quelque part, une prise de conscience pour commencer, bien évidemment, puis envisager évidemment certainement l'idée du pouvoir de l'intention. Et c'est là qu'on va aborder évidemment tout l'enseignement de la pleine conscience intuitive qui pourrait nous donner des solutions par rapport à ça. Alors, avec la question de Karine que je ne comprends pas, avec quoi j'entre en résonance? Ben, je rentre en résonance avec un tas de choses. Je rentre en résonance avec mon histoire personnelle. Je rentre en résonance avec des mémoires psychofamiliales. Puisque dans cet univers lumineux-là, l'information s'accumule sans cesse. Donc, toutes les informations de mon histoire familiale se retrouvent là. Donc, je pourrais raisonner avec des souffrances communes. L'abandon, par exemple, je pourrais raisonner avec un arrière-grand-père qui a vécu l'abandon. Je pourrais vivre en résonance avec l'abandon de plusieurs événements de l'histoire de l'humanité dans lesquels l'abandon aurait été vécu. Et à travers ces résonances-là que je fais, il faut comprendre une chose, c'est que la résonance va amplifier le processus d'abandon parce qu'il va me ramener encore plus à une forme d'expérience limitative de ce que j'ai vécu, qui est l'abandon, et ça va amplifier le processus de limitation. Et plus ce processus de limitation est amplifié, moins j'ai accès à un processus d'évolution et d'expansion. Donc, vous comprenez que c'est là un petit peu qu'on tombe dans une espèce de piège. Et c'est certain que tous les grands courants spirituels nous parlent justement, bon, je pense à Krishnamurti qui a écrit un très beau livre, Se libérer du connu. Mais je pense que dans toutes les grandes traditions spirituelles, on nous enseigne à se détacher. Se détacher, c'est à travers une augmentation de la conscience par la méditation, par exemple. On va arriver à atteindre un niveau de conscience dans lequel cette fameuse paix, cette tranquillité va exister. Et c'est certain qu'à travers cette capacité de focusser ma conscience dans des lieux comme celui-là, ben, je vais apprendre à m'extirper, entre guillemets, des résonances que je fais à mon insu et à mon su avec moi-même, avec mon histoire personnelle, mais aussi avec l'histoire familiale, les mémoires d'autres vies, et ainsi de suite. Donc, tout ça, quelque part, implique justement que j'apprenne à devenir conscient de ce avec quoi je résonne pour arriver justement aussi à faire un travail sur moi-même pour être capable de faire la paix. Et c'est là que la pleine conscience intuitive peut être un moyen intéressant pour parvenir à ça. Et je ne dis pas que c'est le seul moyen, puis je ne dis pas quelque part que j'ai tout résolu moi-même. Ce que je dis, c'est que la pleine conscience intuitive a des clés, je pense, vraiment fondamentales par rapport à tout ce que je viens de vous nommer, puisque la première chose qu'on apprend avec la pleine conscience intuitive, c'est que l'univers superlumineux est accessible par le biais du véhicule imaginaire qui me permet de voyager en moi, en un partenaire, mais aussi dans cet univers superlumineux-là. C'est-à-dire que je peux accéder à cet univers-là dans lequel l'information s'accumule sans cesse. Je peux donc voyager à l'intérieur de celui-ci pour constater que moi, en tant qu'être humain, en tant que conscience humaine, je suis multiple, dans le sens que ma conscience est multiple, c'est-à-dire que je suis morcelé, et que ce morcelage-là, mais évidemment, en voyageant à l'intérieur de cet univers super lumineux-là, je peux arriver à devenir conscient de la raison d'être des éléments de dissociation qui sont en moi. Alors, cette connaissance-là va me permettre de comprendre davantage mon histoire personnelle, ce que j'ai accumulé dans ma vie, comme histoire personnelle, comme difficulté, comme douleur, comme souffrance. Je vais donc faire la paix avec ça. Et en faisant la paix avec ça, mais je risque aussi de pouvoir faire la paix avec mon histoire familiale, avec les résonances que je peux avoir avec mes moments d'autres vies, parce que plus je suis dans une position d'alignement, la position d'alignement, c'est quoi? C'est la position où j'accepte que l'énergie de la Terre circule en moi, que l'énergie du ciel circule en moi, et que je suis moins dans une position d'horizontalité, mais je suis plus dans une position de verticalité. La verticalité fait que je suis plus en train de raisonner, parce que la résonance, c'est quoi? C'est une position d'horizontalité. Quand je résonne avec quelqu'un, je résonne avec quelque chose. Alors que quand je suis dans une position de verticalité, je suis dans une position où je suis en alignement avec mon être. Je ne suis pas en train de raisonner avec quelque chose. Et c'est pour ça que dans la tradition chamanique et dans la pleine conscience intuitive, la pratique de l'enracinement est si importante. La pratique de l'enracinement m'enseigne à renouer contact avec l'essence fondamentale de qui je suis pour que je retrouve la position de verticalité, que je retrouve la position de négantropie, puisque l'enracinement va contribuer à amener une fluidité sans friction et sans limitation dans mon corps, parce que l'énergie de la Terre et celle du ciel va circuler à travers moi, et que cette position-là de verticalité va me donner l'opportunité de commencer justement à faire plus confiance
à mon intériorité, à ma sensibilité intérieure, est de plus en plus capable, donc, de commencer à développer ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire ma capacité de découvrir qu'en dedans de moi, il y a une forme d'intelligence, une forme de sagesse avec laquelle je peux être constamment en relation. Et ça veut donc dire que je peux aussi le faire sur un partenaire, mais je peux aussi le faire sur un arbre, je peux le faire sur des pierres, je peux le faire sur de l'eau, je peux le faire sur des fleurs, sur des légumes, sur des végétaux, sur des animaux, je peux le faire partout. La pleine conscience intuitive s'applique partout, puisqu'elle reconnaît justement que ce dialogue intuitif que je peux avoir avec la sagesse intelligente qui anime la vie, je peux l'appliquer à toutes les sauces. On pourrait voir ça comme ceci. Donc, la pleine conscience intuitive, sa première grande force, c'est de devenir plus conscient de la vie qui circule en nous, tant en moi, parce que effectivement, je peux faire confiance à plein de monde pour me dire que je suis malade, je peux aller voir un médecin, je peux aller voir un naturopathe, je peux aller voir plein de monde, mais je peux aussi apprendre à me faire confiance aussi en développant une compréhension de qui je suis et de qu'est-ce qui anime mon être. Et c'est ça que la pleine conscience peut apporter. Et donc, l'autre élément, quelque part, qui est vraiment fondamental et qui est vraiment très important à partir du moment où on a compris le décodage intuitif, cette capacité de dialogue, c'est qu'il y a une technique qui s'est développée avec le temps pour moi, qui s'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui a un impact très important dans tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Devenir conscient de quelque chose, c'est important, mais être capable d'interagir sur ce avec lequel on est en résonance, là encore plus, je dirais. Et la déprogrammation de la mémoire cellulaire est vraiment importante parce que quand on fait un voyage dans cet univers-là et qu'on est en interrelation avec des choses qui résonnent en soi, on comprend évidemment qu'on résonne avec ça parce qu'on est impliqué émotionnellement parlant. Et cette implication-là, elle peut durer tant et si longtemps qu'on n'est pas en mesure de se libérer de l'aspect émotionnel avec lequel on résonne. Et quand on est capable d'aborder la notion de résonance avec, par exemple, une souffrance X, Y, Z, et qu'on commence à comprendre qu'il est possible d'interagir avec la souffrance, de lui dire à cette souffrance-là, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, ces mots-là que je viens de nommer sont très simples. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Quand j'ai rencontré ma mère et que je voyais qu'il y avait une certaine souffrance, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Quand je vais voir un arrière-grand-père dans ma résonance avec lui, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Quand je vais voir une mémoire d'autre vie qui me reflète un état de souffrance, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est-à-dire de reconnaître finalement que dans la vie, l'arbre qui est là, qui souffre, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Le légume qui est là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? L'animal qui est là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? De devenir justement un collaborateur. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça veut dire comment puis-je collaborer avec la vie? Comment puis-je finalement participer à la vie pour que la vie redevienne de plus en plus vivante en moi, comme dans l'organisation de la vie qui anime mon être? De quelle façon que je peux changer l'état à quelque part qui se retrouve devant moi. Et c'est là que la déprogrammation devient vraiment très importante parce que ça veut dire qu'avec le pouvoir de l'intention, le pouvoir d'intention, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Quand j'ai cette pensée-là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? Je suis en train de dire à l'information qui est là, par exemple, à la mémoire de l'enfant qui se sent abandonné à l'âge de 8 ans, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je suis en train de lui dire, je peux quelque chose pour toi dans l'immédiat. Je peux te donner ce dont tu as besoin pour ne plus que tu te sentes abandonné, pour que tu ne sois plus dans une souffrance. Et là, ça devient important de bien comprendre cette idée-là, parce que ça veut donc dire que le pouvoir de l'intention, grâce à l'imaginaire, au véhicule imaginaire, me permet de créer tout ce dont je peux créer pour donner donc à l'information ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire que si l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné me dit « j'ai besoin de douceur », je lui donne de la douceur. Et si je lui donne de la douceur, j'observe de quelle façon qu'il va réagir. Parce que plus je vais lui donner ce dont il a besoin, plus il va me dévoiler les ressources, les potentiels que je n'avais pas vus de lui. Tout comme ma mère, quand je vais la voir en tant que personne décédée et qui me dit qu'elle souffre X, Y, Z, et je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et qu'elle me demande à quelque part un besoin, par exemple, elle me demande de l'abandon, et que je lui donne ce qu'elle me demande, donc de l'abandon, ben, à quelque part, qu'est-ce que je vais voir chez cette personne-là? C'est une transformation aussi. C'est-à-dire que tant le travail que je fais sur moi, que sur les mémoires de mon histoire personnelle, sur les mémoires familiales, sur les mémoires d'autres vies ou sur les personnes décédées, je suis en train de contribuer à redonner vie à la mémoire pour qu'elle ne soit plus justement perturbée, qu'elle ne soit plus limitée et que je permette à la conscience qui est associée à cela de renouer contact avec un principe de vie.
Et ça, je pense que c'est vraiment très important de comprendre que la déprogrammation, c'est une technique vraiment intéressante parce que elle nous amène à défiger les états dans lesquels on est en relation. On ne voit plus les états comme étant des états qui ne bougent plus. Et à l'ère de la physique quantique, on est vraiment à la mode parce que l'ère de la physique quantique met en évidence qu'il n'y a rien qui est figé. Donc, on met en évidence cette notion justement que dans la psychologie, on peut envisager de voir la psychologie de notre être comme étant quelque chose qui est en mouvement et que ce mouvement-là, on peut le nourrir et la déprogrammation va contribuer beaucoup à faire ce travail de libération. Il y a Marguerite qui me dit, on dit que l'histoire se répète depuis la nuit des temps. Serait-il utile de faire des soins sur des personnes qui ont été très dommageables pour la société, entraînant beaucoup de souffrance? Est-ce raisonnable de le faire, décider ou vivant? Ça, se sentir comme un sauveur, mais humblement. C'est une bonne question. On va essayer d'y réfléchir ensemble. L'histoire, on dit que l'histoire se répète depuis la nuit des temps. Alors, tantôt, j'ai dit une chose importante que je vais répéter ici, c'est que, collectivement parlant, on est une humanité, et cette humanité-là, physiquement parlant, nous sommes objectivement dans le monde vivant présentement, mais dans le monde subtil, dans cet univers super lumineux-là, il y a donc une forme de force mémorielle, je dirais ça comme ça, qui existe depuis le début des temps. Et ce dont tu fais de référence, Marguerite, pour moi, c'est cette force mémorielle. Cette force mémorielle, il y a des êtres humains qui vont personnifier cette force-là. On est tous, en quelque sorte, des êtres humains qui personnifient une certaine quantité énergétique de cet univers superlumineux-là. On est plus ou moins en résonance avec celui-ci. Et il y a effectivement des êtres humains qui vont personnifier des énergies très, comment dire, des énergies, on pourrait dire, très maléfiques. Il faut comprendre une chose. Je pense, par exemple, à une situation Hitler, pour prendre un exemple caricatural. C'est pas caricatural, en fait, parce que c'est assez triste ce dont je vous parle. Mais je veux dire par là que caricatural dans le sens que Hitler, ça personnifie quelque chose. Mais qu'est-ce que ça personnifie? Est-ce que Hitler porte sur ses épaules tout ce qu'il a pu créer, tout ce qu'il a pu concevoir par la suite lors de la Deuxième Guerre mondiale? Moi, je crois que Hitler était l'expression et l'incarnation d'une force beaucoup plus grande que lui. Et cette force qui était beaucoup plus grande que lui appartenait au peuple allemand. Et j'irai plus loin en disant que ce qui incarnait le peuple allemand à travers ça, dans les autres pays, il y avait des résonances qui s'effectuaient qui ont fait que la Deuxième Guerre mondiale a pu prendre forme. Parce qu'il y a eu donc des enjeux psychiques à notre insu qui n'étaient pas visibles dans le monde terrestre, qui ont pu se manifester. Et Hitler a été simplement une expression de tout ça. Alors, je ne sais pas si vous me faites comprendre, Marguerite, mais ça veut donc dire que il est facile, encore une fois, de pointer du doigt un individu, et ce serait facile d'oublier quelque part que cet individu n'est qu'une conséquence de quelque chose de plus subtil. Et que ce quelque chose de plus subtil-là est certainement le plus intéressant à aller voir parce que on est en train à ce moment-là de se libérer de la forme pour se rendre compte que derrière la forme se trouvent des forces de manipulation, des forces de manipulation que moi j'appellerais les forces anthropiques. Les forces anthropiques, qu'est-ce qu'elles sont? C'est la mémoire limitative depuis le début des temps qui se nourrit de quoi? Elle se nourrit de la peur, elle se nourrit de la souffrance, elle se nourrit de l'agressivité, de la colère, elle se nourrit de plein de choses pas très belles, en fin de compte, cette mémoire limitative-là, parce qu'elle correspond à de la souffrance. Et que c'est évident que quand on commence à aborder le monde de la souffrance, dans le monde subtil, dans l'univers super lumineux, on va découvrir effectivement plein de mémoires de souffrance. Ces mémoires-là de souffrance, on pourrait dire, elles sont pas belles, mais elles sont d'abord et avant tout souffrantes. Et que si j'aborde la notion de déprogrammation de la mémoire cellulaire, ça veut dire que ces mémoires qui sont dans la souffrance, je peux aller les voir, leur demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Ça veut donc dire que je ne pars pas du principe que ces mémoires souffrantes sont négatives ou elles sont méchantes. Je pars du principe qu'elles sont souffrantes et que je peux leur donner ce dont elles ont besoin pour s'en libérer, s'en dégager. Ça implique quoi? Ça implique que moi, je suis dans une position de témoin et je ne suis pas dans une position où j'essaie justement de juger ces énergies-là, mais j'essaie de collaborer avec elles. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental dans la conscience humaine actuellement qu'elle doit comprendre. Et là, je le dis très humblement. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je dois apprendre à collaborer avec les autres êtres humains. Dans le monde terrestre, là. Mais dans le monde subtil, je dois apprendre à collaborer avec l'être humain, la conscience humaine qui se trouve là. C'est-à-dire que le problème qu'on retrouve dans le monde de l'univers superlumineux est un problème mondial qu'on retrouve dans le monde terrestre aussi. C'est-à-dire qu'on est tous prisonniers d'une espèce d'inconscient quelque part qu'on n'a pas conscientisé justement d'aucune façon et qui nous ramène constamment à revivre la même histoire. Et cette histoire-là, pourquoi on la revit? C'est parce qu'on est complètement géré par des émotions
des émotions qui correspondent à des émotions de souffrance et à des niveaux de conscience plus ou moins élevés. Et que tant et longtemps qu'on n'est pas conscient de ça, bon, on va reproduire toujours la même chose. C'est ça le concept de la mémoire limitative. C'est ça, quelque part, qui nous ramène au principe de l'ego, en quelque part, qui souffre. Et comme il souffre, il se renferme sur lui-même, puis il n'est pas capable d'accéder à autre chose de plus évolutif. Et c'est ça, sans doute, le problème. Donc, je te dirais que, Marguerite, l'idée de faire un travail comme celui que tu décris, ça aborde la notion de est-ce que je peux, moi, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, faire un travail sur la collectivité. Et puis moi, je te dirais, bien sûr que tu peux le faire. Dans le sens qu'en tant qu'individu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à t'aligner, toi, à renouer contact avec ton alignement et à te dégager de l'histoire humaine. En faisant un travail collectif, tu vas apprendre à te désensibiliser par rapport à l'histoire humaine et à renouer contact avec ton individualité. Et dans ce sens-là, moi, je te dirais que ce serait tout à fait intéressant de pouvoir le faire. Pour revenir à ta question, donc, Marguerite, oui, il y a un travail qui a été fait, que je fais encore aujourd'hui, plus que jamais, parce que même 4 conférences qui s'en viennent sur ce thème-là, donc de la collectivité. Donc, plus que jamais, j'ai envie de faire un travail plus actif dans cette direction-là, puis peut-être même d'inviter des gens à vouloir se regrouper tous ensemble dans un lieu virtuel, hein, sur l'Internet, dans lequel on pourrait faire tous ensemble un travail plus conscient au niveau de cette collectivité, de ces forces anthropiques-là, justement. Il y a Sandra qui dit, si j'ai bien compris, tu considères que l'âme se trouve dans des lieux supérieurs hors du corps. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée pour moi, en fin de compte, c'est que, en fin de compte, ce qu'on pourrait dire ça d'une façon encore plus caricaturale que ça, c'est que la conscience ne se situe pas dans le corps. La conscience est une expression, à quelque part, d'un échange entre mon corps physique qu'on voit ici et la relation que j'ai avec cet univers superlumineux-là. Donc, l'univers superlumineux est finalement, en quelque part, une force qui influe la conscience que j'ai et qui influe quelque part mon comportement dans le monde terrestre, tout comme tous les êtres humains sur Terre. Et que la principale force qui gère cet univers superlumineux-là, c'est la force anthropique, c'est-à-dire la force qui nous ramène vers l'ego et qui nous ramène vers l'individu qui est incapable de reconnaître sa conscience évolutive. Et là, je m'inclus en le disant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conscience évolutive que j'ai, moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas capable d'y accéder si facilement que ça, parce que je suis perturbé, limité par mes propres identifications à ma propre histoire personnelle, mais aussi, je suis perturbé par le fait que je résonne avec des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies qui vont me garder dans cet état-là. Donc, on comprend ici que ma propre conscience se trouve prisonnière, d'une certaine façon, par un ensemble de résonances que je vais avoir à mon insu avec d'autres mémoires, et que c'est tout ça, quelque part, qui va faire qu'on va être pas en mesure, justement, d'accéder à l'expression de l'âme. L'âme, pour moi, c'est un lieu qui va au-delà de l'histoire humaine, c'est-à-dire un lieu où il y a une forme de calme, de tranquillité, de paix, dans lequel ma conscience peut, justement, accéder à une forme de régénération et à une forme d'illumination lumineuse, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne suis plus pollué par la conscience humaine. Et toutes les grandes démarches spirituelles nous enseignent, en quelque part, que il y a donc une possibilité pour tout être humain d'arriver à être capable d'accéder à cet état de paix, de tranquillité, d'harmonie. Il y a plein de moyens qui sont proposés. La majorité propose des voies méditatives, qui ne sont pas des voies faciles. La pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle vous propose? C'est d'apprendre justement à faire un travail de déprogrammation au niveau de la mémoire pour accéder progressivement justement à ces états-là, hein, c'est-à-dire que la méditation n'est pas exclue, hein, la pleine conscience intuitive, il y a aussi le volet méditation qui vient avec ça, dans lequel on apprend justement à renouer contact avec cet état de paix et de tranquillité que représente finalement l'idée d'un soi supérieur ou d'une âme, c'est-à-dire un état, une forme d'énergie qui serait au-delà de la conscience humaine, au-delà de la limitation humaine, au-delà de la pollution mémorielle que je viens de nommer. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu qui est un élément intéressant. Le troisième aspect que la pleine conscience intuitive va utiliser beaucoup, c'est le soin. Les soins, évidemment, c'est d'apprendre à rétablir les flots énergétiques, non pas seulement dans mon corps physique ou dans le corps d'un partenaire, mais aussi dans la mémoire. C'est-à-dire que dans la mémoire, je peux intervenir. Je reviens avec les mémoires, par exemple, de ma mère, mais je pourrais faire un soin énergétique sur la conscience mémorielle, la conscience de la personne décédée qui est ma mère, pour faire un soin, pour la libérer, la dégager. Alors, ça veut donc dire que le soin énergétique prend plusieurs intérêts thérapeutiques, puisqu'il va nous aider à pouvoir faire un travail de ménage, tant dans notre structure à nous que vers un partenaire, que vers la conscience qui n'est plus animée par un corps. Là. Voilà. Oui, bien sûr que Kendra me pose, est-ce que ça s'étend, l'animé, à des âmes animales, végétales, etc. Bien sûr que
Si on parle de vie, on parle à quelque part d'une forme de sagesse, d'une forme d'intelligence qui anime cette vie-là. Et toute forme d'organisme vivant, quel qu'il soit, a donc une relation avec cette forme de principe d'âme. Et évidemment, la conscience humaine, on va certainement parler d'une forme de conscience plus individualisée qu'un animal, mais évidemment encore plus individualisée qu'un végétal, par exemple. Vous voyez, alors il y a comme une forme de hiérarchie dans tout ça que je vais peut-être pas aborder aujourd'hui. De toute façon, je ne suis pas expert non plus de ça, mais c'est certainement vrai qu'on peut envisager la chose que plus un être humain est individualisé, plus il y a donc une relation avec une forme d'expression de l'âme plus nette. Sauf que l'ultime objectif qu'un être humain et que toute forme de conscience intelligente a, je pense, c'est de retrouver une forme d'unité, donc de se perdre son unité, enfin, son individualité dans la lumière. On peut certainement envisager ça, et c'est ça un peu qui est proposé d'ailleurs dans toutes les grandes voies spirituelles. L'être humain qui atteint l'illumination n'est plus lui-même, il est lié à la lumière, il a fusionné avec la lumière. Vous voyez, alors, c'est ça un peu qui est quand même l'objectif ultime, je dirais, de cela. Donc voilà, c'est un petit peu ce que moi j'avais envie de vous faire part, donc face à cette idée de vivons-nous dans des univers parallèles, hein, c'est qu'on comprend effectivement que des forces primitives, on va les appeler comme ça, qui ne viennent pas d'entités négatives, quoi que ce soit, elles viennent de l'être humain. L'être humain s'est construit des forces primitives parce que justement, il n'a jamais appris l'être humain à apprivoiser ses forces primitives. Là, on est encore dedans, on regarde la société dans laquelle on est, on regarde comment on gère l'écologie, comment on gère les ressources, comment on gère les êtres humains entre nous, et on voit bien quelque part qu'on n'a pas du tout, on n'a pas encore dépassé le stade de l'aspect animal de l'humain. On n'a pas appris à apprivoiser ces pulsions-là. Et c'est bien évident qu'au niveau de l'univers super lumineux, ces pulsions primitives-là, elles drainent, elles gèrent l'univers, elles gèrent l'humanité entière. Et on est tous prisonniers là-dedans. Et c'est certain que la démarche de la pleine conscience intuitive vont contribuer, en tous les cas, certainement, à se dégager de tout ça. Puis certain que les grandes voies spirituelles ont aussi cet objectif-là de nous amener vers un univers meilleur, quelque part. Hein. Puis c'est certain que quand on regarde la planète Terre aujourd'hui, puis qu'on est en train de voir qu'on est en train d'atteindre des niveaux de non-retour par rapport à l'écologie, hein, ben on comprend quelque part que ça, c'est une manifestation terrestre de quelque chose qui se fait peut-être à un niveau plus subtil. Par exemple, moi, j'aurais tendance à croire qu'on a atteint des niveaux de pollution mémorielle tellement élevée qu'à quelque part, on a atteint aussi un niveau de saturation psychique, je pourrais dire. Et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, on est pollué par un tas d'éléments de distraction, je dirais, au niveau de l'aspect de la conscience. Par exemple, le téléphone est devenu un téléphone intelligent. Intelligent, mais pour qui? Hein? Il nous rend bêtes, en fin de compte. C'est un téléphone intelligent qui nous rend bêtes, parce qu'on devient complètement dépendant de lui. Quand on regarde l'Internet, c'est l'accès à toute l'information, mais à toute l'information de quoi, de qui? Il y a beaucoup de choses inutiles sur Internet. Alors, vous voyez qu'on devient distrait par une somme d'informations qui nous distrait, qui nous rend un peu gaga en quelque sorte, et qui, pour moi, représente finalement ce qu'on pourrait appeler cette fameuse univers superlumineux dans lequel la mémoire humaine est devenue justement une mémoire qui ne fait que répéter toujours les mêmes choses, et nous garder dans une forme d'immobilisme en tant qu'être humain, de nous rendre un peu nono, en fin de compte, parce qu'on n'est pas capable de se sortir de la transe dans laquelle on est, dans laquelle on s'est construit un monde, finalement, qui nous éloigne de la lumière. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous partager, et que ces univers parallèles-là, mais vous comprendrez que moi, en tant que Sylvain Bélanger, puis vous, en tant que ce que vous voulez, bien évidemment, on est constamment dans cette forme d'univers parallèle, par le part que l'imaginaire nous rend, notre conscience nous permet d'accéder. Et quand on commence à développer la pleine conscience intuitive, on voit bien qu'il est possible de voyager en soi pour se rendre compte qu'il y a des mémoires qui sont en nous, qui ont une identité, qui ont une distinction, qui existent encore, qui sont donc finalement en quelque sorte en train de vivre à l'intérieur de nous des choses. Et qu'évidemment, si on commence à se rendre compte qu'on est en interrelation avec d'autres êtres humains et que les échanges qu'on a avec d'autres êtres humains nous font vivre des choses à ce niveau subtil-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des expériences parallèles qui se font dans ces relations que l'on vit, ben quelque part, on comprend que nous, un individu, moi, par exemple, je développe une interrelation mémorielle avec plein de choses, mais ça veut donc dire que pensez maintenant qu'une collectivité entière, qu'est-ce qu'elle peut générer, elle, comme pollution mémorielle à ce moment-là. Vous voyez, comme la pollution mémorielle, elle prend une envergure gigantesque, qui fait qu'on comprend ici que toute cette influence mémorielle-là, ben, fait qu'on est dans une espèce de magma, une puissance mémorielle qui nous garde en quelque part dans une forme de non-conscience, je dirais. Et c'est ça un peu le défi qu'on a actuellement avec les événements qui se produisent, hein, avec l'écologie qui est déficiente et tout ça. Je pense qu'on est confronté à devoir réfléchir
sur de nouvelles, comment on voit notre vie future, comment on peut envisager un futur, justement. Et c'est évident que pour moi, le futur passe par cet éveil-là. Un éveil qui va nous obliger à nous dire, ben, où est-ce qu'on s'en va, là? On est en train de se déshumaniser complètement. On est en train de se déshumaniser parce que, justement, on valorise à quelque part des choses qui sont pas utiles. Le téléphone intelligent, c'est bien beau, l'Internet, c'est bien sympathique, mais à quelque part, il y a plein de gens qui souffrent sur Terre présentement. Dans votre ville, vous marchez dans la ville, peut-être vous rencontrez des gens qui sont en train de quêter, des gens qui souffrent. Et on devient insensible à ça progressivement. On s'est déshumanisé. On est devenu des êtres, quelque part, qui sont plus préoccupés par leur téléphone intelligent que par l'Internet, que par l'être humain qui est à côté d'eux. Et ça, c'est ça un petit peu qui est dommage. Et c'est là que ça nous ramène vraiment à cette notion de mémoire égoïque, hein, quelque part. On se protège, on essaie de se protéger de la souffrance des autres en se disant, ben moi, je souffre pas, moi, je m'en suis sorti, ils doivent s'en sortir aussi. Et là, on oublie quelque part de tendre la main vers l'autre être humain qui est à côté de soi. Et c'est ça, quelque part, qui a généré où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'écologie est si affectée, que socialement parlant, collectivement parlant, on n'a pas choisi de valoriser la vie. On n'a pas choisi de valoriser l'humain. On n'a pas choisi de valoriser, à quelque part, la vie. On a choisi simplement de valoriser nos propres instincts, nos propres besoins, etc., etc. Et c'est ça, quelque part, qui fait qu'aujourd'hui, on en est rendu là. Alors, je pense que la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'on peut donc s'éveiller aujourd'hui, en devenir conscient. Je pense que la pleine conscience intuitive est un outil, un moyen pour pouvoir accéder, en tous les cas, à mieux comprendre comment on peut arriver à devenir plus conscient, d'une part, être capable donc de comprendre de quelle façon qu'on peut devenir créatif et créateur pour se libérer de cette présence mémorielle-là, et donc d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs pour doucement, justement, bon, arriver à mieux-être, parce que l'objectif premier de la pleine conscience intuitive, c'est quand même de se sentir mieux, c'est pas de se sentir pire, d'accord? Donc, je pense que c'est déjà intéressant d'envisager cette possibilité d'on puisse se sentir mieux, puis par la suite, bien évidemment, envisager de faire un chemin plus évolué, plus important par la suite. Auriez-vous des questions maintenant sur ce que j'avais envie de vous transmettre? Et s'il y a des gens, peut-être, je pense à ça, peut-être que quelqu'un qui voudrait que je fasse une démonstration aussi de la pleine conscience intuitive, rien de très élaboré, juste comme pour, s'il y a des gens qui ont envie que je fasse une démonstration, juste me le souligner également. Donc, s'il y a des questions, allez-y, faites-le moi savoir. Moi, je prends un petit verre d'eau. Une petite eau, mais elle est un peu colorée, hein? C'est peut-être pas de l'eau, hein? Mais c'est pas du vin, ne vous en faites pas. Je suis pas en France, hein? Je suis au Québec. Alors, c'est du kombucha au Québec, c'est pas du vin. Oui, il y a Karine qui dit on est dans une conscience émotionnelle totalement. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre. Et que cette conscience émotionnelle-là, elle est animée par cet univers super lumineux qui nous garde là-dedans. Pas parce que c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est simplement parce qu'il y a une répétition. C'est une mémoire qui est inconsciente. Une mémoire limitative, c'est quelque chose d'inconscient. C'est de la souffrance, et la souffrance ne peut pas envisager autre chose. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait que répéter, 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 répéter. Et comme il y a une conscience mémorielle tellement forte qui s'est développée, ce phénomène-là se répète d'une façon trop importante, qui fait que l'être humain n'arrive plus justement à se sortir de ça. Et c'est ça un petit peu qui amène donc cette notion de dire, ben voilà, il faut intervenir, et la pleine conscience intuitive, par les outils que j'ai déjà présentés, peut être un élément qui peut être utile à ce niveau-là. Donc, écoutez, peut-être que, voilà, une autre question, comment peut-on savoir si ce chemin de la pleine conscience intuitive est pour nous, et si on a des dispositions pour le développer? Je dirais que la pleine conscience intuitive, pour commencer, c'est un chemin, mais c'est pas un chemin, j'aurais envie de vous dire, c'est un chemin humain. La pleine conscience intuitive, c'est un nom. OK? Revenons simplement à l'humain. L'humain, on est tous appelés, un jour ou l'autre, à reconnaître qu'on est humain. Reconnaître qu'on est humain, ça signifie quoi? Ça signifie que je suis un corps de chair, fait de chair et d'os, mais que cette humanité qui est en moi, elle est animée par des sens. Ces sens, si je prends le temps de les utiliser en moi, je constate que ma perception visuelle, auditive, sensitive, si je voyage en moi, ça me fait constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui se manifestent. Et que ça implique effectivement qu'il y a un genre de langage intuitif qui prend forme. Mon corps me parle. Mon corps me parle pour me dire quoi? Me dire effectivement qu'il a envie que je sois en paix avec lui. Donc, quand tu me dis que ce chemin-là de la pleine conscience intuitive est pour moi, j'aurais envie de dire ce chemin-là est pour tous les êtres humains. Est-ce que la pleine conscience intuitive est pour tous les êtres humains? C'est pas important la pleine conscience intuitive, comme
Le plus important, c'est la démarche intuitive qui fait que j'apprends à reconnaître que moi, en tant qu'être humain, je suis capable de collaborer avec moi et avec la vie qui est en moi. Ça, c'est pour moi le plus important. Le terme pleine conscience intuitive, écoute imaginaire ou n'importe quel autre terme qu'on voudrait donner, c'est pas ça le plus important. L'important, finalement, c'est de comprendre qu'on est des humains, puis qu'au-delà de l'humanité qui est en nous, il y a quelque part une forme de principe vital qui, pour moi, est de plus en plus défini par la physique quantique et qui nous amène à prendre conscience qu'il y a une forme de vie qui est en nous et qu'on a mis carrément un couvercle dessus. Et on a empêché à la vie de s'exprimer parce que justement, on a l'impression que cette vie-là, finalement, elle nous fait peur. Pourquoi elle nous fait peur? Mais parce qu'elle nous rend sensibles à tous les êtres humains. Elle nous rend sensibles aux arbres. Elle nous rend sensibles aux légumes, aux animaux, à la vie, à toutes ses formes. Elle nous rend sensibles à ça. Et ça fait peur à l'être humain de devenir sensible. Parce que s'il devient sensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part qu'il va devenir, entre guillemets, prisonnier de la vie. Et c'est intéressant parce que c'est pas vrai qu'on va devenir prisonnier de la vie. Mais je pense que l'être humain a une tendance, et je m'inclus en le disant, hein, d'être un peu comme l'adolescent qui veut se rebeller contre l'autorité. L'autorité, c'est quoi? Mais c'est la vie. La vie, c'est quoi? Mais c'est ce qui est plus grand que moi, ce qui est plus grand que nous. Alors, la pleine conscience intuitive, c'est un chemin pour renouer contact avec la vie. Il y a d'autres chemins qui peuvent renouer contact avec la vie, mais pour moi, je pense que la démarche intuitive est fondamentale. C'est quoi les dispositions pour développer ça? Ben, c'est être vivant. La première disposition, c'est être vivant, ou encore vouloir être vivant. Ensuite, reconnaître qu'on a des sens, visuels, auditifs, sensitifs. Apprendre à leur faire confiance, à développer la foi envers eux. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en une journée. Moi, quand j'ai commencé ma pratique intuitive, j'avais un certain niveau de développement et avec le temps, j'ai développé une expertise ou une facilité plus grande parce que j'ai beaucoup pratiqué. Donc, je pense qu'il faut commencer à comprendre que les dispositions vont se faire, bon, à un week-end, par exemple, de 2 jours, ou avec le module 1 d'introduction de l'enseignement, on peut arriver à développer les bases. Mais si on ne pratique pas, on va en rester là. Donc, quand on dit être vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser la vie, mais l'accompagner, la vie. C'est pas parce que je fais un week-end que je suis devenu spécialiste de la pleine conscience intuitive. Si je fais un week-end et que je veux devenir un spécialiste de la vie, je vais devoir cultiver la vie et je vais devoir pratiquer régulièrement la pleine conscience intuitive pour être vivant. C'est simplement ça que je pourrais dire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Sophie. Quand j'ai une sensation d'un enfant sur mon épaule, attends un petit instant, là, parce que là, il y a quelqu'un qui me pose une question, je vais devoir... Voilà, OK. Quand j'ai une sensation d'un enfant sur mon épaule gauche, grâce à une pierre, je devine qui c'est, mais pourquoi est-elle toujours là? Peux-tu me regarder? Je ne comprends pas très bien la question, mais quand j'ai une sensation d'un enfant sur mon épaule gauche, grâce à une pierre, la pierre, ça veut dire une pierre semi-précieuse, je présume. Je devine qui c'est, mais pourquoi est-elle toujours là? Peux-tu regarder? Mais moi, je te dirais, Marguerite, que la première chose qu'il faut apprendre à faire dans la pleine conscience intuitive, c'est, tu sais, quand on dit on devine, devine, c'est pour moi, c'est une hypothèse. Moi, j'aimerais que tu me dises, j'ai émis l'hypothèse que c'est cette personne-là possiblement. Maintenant, pour vérifier une hypothèse, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, ça veut donc dire qu'on va aller voir l'information en question. Donc, moi, j'ai une sensation d'un enfant sur mon épaule gauche. Donc, je vais simplement utiliser mon imaginaire comme un véhicule me permettant de voyager vers cette épaule gauche-là, en mettant donc une lumière sur mon épaule gauche pour voir, entendre et ressentir qu'est-ce qui apparaît. Et là, je vais simplement voir, décrire ce que je vois, entends ou ressens. Donc, je ne vais pas partir sur une interprétation. J'ai mis l'hypothèse et ensuite je vérifie en mettant la lumière, je vais voir apparaître ou ressentir ou entendre, et ensuite je vais questionner. Je vais questionner cette sensation d'un enfant sur mon épaule pour qu'elle me dise cette sensation-là, qu'est-ce qu'elle veut me communiquer. C'est comme ça qu'on va procéder pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche-là. Mais si je comprends ta question, c'est que tu voudrais que je vérifie, moi, pourquoi tu es toujours là, cette énergie-là. OK? Alors, ça, savoir maintenant, comme tu dis, c'est une sensation d'un enfant sur ton épaule gauche, c'est une sensation et tu devines qui c'est. OK? Pour voir pourquoi cette personne-là ne veut pas se détacher de moi après beaucoup de travail. Donc, encore là, c'est des hypothèses que tu émets, Marguerite. Hein? Tu dis, pour voir pourquoi cette personne-là ne veut pas se détacher de moi. Tu pars du principe que c'est une personne qui ne veut pas se détacher de toi. Alors que moi, je pourrais te dire, c'est peut-être pas une personne, c'est toi qui es en résonance avec elle. Donc, c'est peut-être toi qui ne veux pas se détacher d'elle. Tu vois la différence? Je pense que c'est important de bien nuancer ces choses-là. Parce qu'encore là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de vivre une position d'horizontalité. Donc, tu résonnes avec une information en disant, c'est elle, c'est cet enfant-là qui ne veut pas me quitter, donc, il ne veut pas me laisser, donc c'est lui le problème. Tu vois? Alors que là, dans ce cas-ci, moi, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'il y a une résonance entre toi et cet enfant-là,
Et cette résonance-là implique que toi, tu es impliqué dedans. Ça veut donc dire que tu as un rôle à jouer là-dedans. Et peut-être que tu l'avais compris, mais la façon que tu l'exprimes me laisse croire que c'est pas si clair que ça pour toi. C'est pour ça que je prends le temps de le définir plus. Maintenant, je vais regarder cette fameuse épaule gauche-là, puis on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, comment je vais faire ça? Alors, je vais prendre le temps donc de m'enraciner, OK? Ensuite, de mettre de la lumière dans, je me mettre en relation avec Marguerite et d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de son épaule gauche et de me laisser guider à partir de l'information qu'elle m'a donnée. Donc, l'enracinement, je l'ai fait ce matin, moi. Je le fais une fois un enracinement important le matin. Puis ensuite, dans la journée, bien évidemment, je peux y revenir, mais plus facilement. Mais l'enracinement de base devrait toujours prendre un certain temps. Le matin, pour moi, c'est le matin, pour faire un bon enracinement. Puis ensuite, dans la journée, ben, on peut y revenir plus rapidement. Alors toi, Marguerite, la première chose que moi je te dirais par rapport à toi, c'est que tu vois, ce que je sens de toi dans un premier temps, c'est comme deux têtes. OK? L'image de toi que je vois, c'est deux têtes. Il y a une image d'une tête qui est raisonnable, qui est ta tête à toi, puis une autre qui ne l'est pas. Cette tête qui n'est pas raisonnable, c'est quelqu'un qui aurait le goût de te dire, t'es trop raisonnable. T'es toujours trop raisonnable. T'es toujours en train de vouloir faire des choses d'une façon trop sage, trop conventionnelle, trop ceci, trop ça. Un peu comme quelqu'un qui se veut être toujours dans le gros bon sens, toujours être mature. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens. Alors que dans l'épaule gauche, moi, ce que je sens, c'est justement une énergie qui a envie de dire, ben, arrête de te prendre au sérieux, arrête de vouloir faire toujours les choses correctement, arrête de vouloir faire les choses toujours d'une façon parfaite. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si je sentais que cette énergie-là avait envie de te donner l'opportunité de reprendre contact avec un événement, avec ton enfance, et avec cette volonté que tu as de toujours être parfaite, de toujours faire les choses correctement. Et que finalement, derrière cette volonté de faire toujours les choses correctement, se cache une blessure de celle qui n'a pas fait les choses correctement. Et que parce qu'elle a une blessure de ça, elle veut toujours justement compenser le plus possible pour faire les choses mieux que mieux, pour éviter de reconnaître justement la possibilité qu'au fond d'elle, elle en a marre de justement faire les choses toujours très correctement et qu'elle aurait envie des fois de faire les choses plus légèrement, plus simplement, etc. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Marguerite. Donc, je laisse le soin à Marguerite de me répondre. Oui, tu vois. Donc, ça, c'est un premier aspect. Ça, c'est le décodage intuitif qu'on vient de regarder ensemble. Maintenant, on va regarder la déprogrammation parce que je pense que ça vaut la peine de regarder de quelle façon qu'on peut avancer à ce niveau-là et vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, la déprogrammation, si je vous l'ai dit, c'est que je demande à l'énergie en question qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat. Donc, c'est ça que je vais faire. Tu vois, la première chose que je sens, c'est comme une grande, grande peur qui apparaît dans ton champ, dans ton corps, Marguerite. Un peu comme quelqu'un qui se sent paniqué parce qu'elle a l'impression qu'on va la dévoiler. La dévoiler, finalement, c'est un peu comme quelqu'un qui, comment on dit ça? Il y a un terme qui, pas un charlatan, mais tu sais, quelqu'un qui joue un rôle. Alors, c'est ça, un peu comme si on avait l'impression de jouer un rôle. Comme ça, je sens comme s'il y avait une peur de dévoiler qu'on jouait un rôle, puis il ne fallait pas le dévoiler. Il fallait toujours jouer un petit peu comme plus mature, plus adulte, plus ceci, parce que ne faut pas montrer qui on est vraiment. Qui on est vraiment, c'est à quelque part un enfant qui est beaucoup dans l'incertitude, qui est toujours en train de douter, de réfléchir, de questionner qu'est-ce qu'il fait pas, comme s'il y avait beaucoup d'insécurité là-dedans que je perçois, tu vois. Et j'ai abordé, je vais te laisser le soin de me répondre aussi par rapport à ça si tu me suis toujours, mais je vais continuer la déprogrammation parce que là, tu vois, le premier geste de déprogrammation n'a pas été suffisant. Donc, on va aborder une deuxième fois la déprogrammation pour voir un petit peu comment ça va évoluer, pour nous apporter justement l'état de plus grand alignement avec ton être. C'est ça un peu l'objectif quand on fait une déprogrammation, c'est d'arriver à cette étape-là. Donc, je te laisse le soin de me répondre, me dire si tu me suis, puis moi, je vais continuer. Tu vois, quand on poursuit la déprogrammation, tu vois, c'est la notion de stabilité que je perçois. C'est la stabilité, effectivement, c'est quelque chose de très... C'est fort, la stabilité. Hein? La stabilité, c'est comme si je te sentais devenir beaucoup plus ancré à ce moment-là. Et dans l'ancrage, c'est comme si je te sentais devenir beaucoup plus critique et beaucoup moins souple et docile et adapté à ce qui se passe autour de toi.
Comme si tu commençais à te rendre compte que moi aussi j'ai des besoins, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça. Comme si tu avais adopté une position où tu acceptais que tu ne voulais pas ces choses-là parce que tu étais plus mature que la moyenne des gens, et que plus on rétablit l'information mémorielle qui est là, plus on se rend compte que tu as envie toi aussi de manifester la puissance et ta force, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je sens qui est important à manifester maintenant. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus, tu me dis oui, c'est vrai. Parce que tu vois, ce qu'on vient de voir, finalement, Marguerite, c'est un peu comme le reflet d'une solution. La solution, c'est que si tu apprends justement à nourrir ça, mais tu vas arriver justement donc à commencer à amener un changement de ta propre vie. Alors tu me dis oui, c'est tellement, donc tu es d'accord avec ça, donc tant mieux. Alors ce serait intéressant pour toi de travailler là-dessus. Travailler là-dessus, ça veut donc dire quelque part de commencer justement à avoir une petite journée intime dans laquelle tu te suis et dans laquelle chaque jour tu essaies justement de travailler dans ce sens-là pour générer justement un nouveau comportement en accord avec ce que tu ressens au fond de toi-même, qu'on vient de voir ensemble par le biais de la déprogrammation. Donc, vous voyez que la déprogrammation nous a permis, dans un contexte comme celui-ci, d'amener une indication du changement à suivre pour Marguerite. Puis évidemment, Marguerite a un rôle à jouer, hein, que si elle veut actualiser ça, c'est donc de renforcer, justement, par l'intention, par sa volonté, amener la transformation se faire progressivement. Alors, évidemment, c'était très sommaire comment je l'ai présenté, mais on touche quand même les éléments clés de ce que c'est que la déprogrammation de cette façon-là. Donc, il y a Sandra qui me dit, qui disait que certains lieux, elle arrive à mieux se générer que dans d'autres. Alors, c'est bien évident que quand tu dis un certain lieu, est-ce que tu fais référence à un lieu physique? C'est ça que je voudrais juste comprendre. Marguerite qui dit « Ok, merci, j'y travaille ». Sandra me dit ensuite « Comme dans ma vie, il y a deux lieux qui se disputent la vedette. C'est magnifique. Tu en as justement parlé dans cette conférence. J'ai donc reçu des éléments pertinents pour pouvoir me positionner par rapport à un choix que je dois faire. Un pays. » Oui, mais c'est ça, à quelque part. Hein? Là, on parle de potentiel virtuel, tu vois. Quand tu dis comme dans ma vie, il y a des lieux qui se disputent la vedette, j'ai une intuition très forte, on m'a pas qui me disait qu'un certain lieu, j'arrive mieux à m'originer que dans un autre. Je suis partagé entre deux pays. Alors, c'est certain que là, on peut envisager la problématique de deux façons. La première façon, qui est la plus évidente, c'est de regarder le potentiel futur. Ce potentiel futur, c'est de se projeter dans un lieu. Par contre, tu sembles déjà avoir ta réponse. Et quand tu dis, j'ai l'impression de me sentir mieux j'arrive à mieux me régénérer dans un lieu que dans un autre. La question à se poser maintenant, Sandra, c'est pourquoi que tu arrives mieux à te régénérer dans un lieu plutôt que dans un autre. Donc, de questionner ça. Parce que régénérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire me sentir mieux. Mais se sentir mieux, c'est que, par exemple, je donne un exemple. Si moi, je vais dans un pays en vacances, il y a de fortes chances que ce pays-là dans lequel je vais en vacances me risque de m'apporter une meilleure régénération que l'autre pays dans lequel je travaille, par exemple. Vous voyez, alors, c'est là que c'est important de préciser les choses pour parvenir justement à arriver à préciser ces choses-là. Oui, l'intuition a directement apporté cette réponse. Maintenant, tu vois, la question que tu dois te poser, c'est maintenant, est-ce que tu es prête à assumer cette intuition-là? Parce que l'intuition pourrait me dire, ben moi, je vais aller à tel endroit. Mais, par contre, rationnellement, j'ai plein de peur. Rationnellement, c'est pas possible parce que mon travail est dans un autre endroit. Tu vois, c'est là qu'on commence à comprendre que l'intuition peut nous faire une proposition. Maintenant, il faut voir de quelle façon qu'elle peut être faisable, cette proposition-là. L'intuition n'a pas toujours la vérité absolue. Hein, on doit effectivement chercher à l'accompagner, cette intuition-là, dans notre raison pour être capable de trouver une forme d'expression la plus juste possible de ce qui peut être fait concrètement. C'est le lieu où je suis déjà tombé et j'ai pu me relever. Bon, ben tu vois, alors c'est certain maintenant que Sandra, je ne sais pas si c'est une question que tu me poses, parce qu'évidemment, je vais bientôt, moi, m'arrêter de mon côté. Donc, si c'est une question que je pose, peut-être tu peux me la poser plus clairement, parce que là, tu me fais des commentaires. Je ne sais pas exactement si c'est une question que tu me poses comme telle par rapport à ça, mais je pense que tu as déjà ta réponse. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une question que tu me poses, là, parce que tu me fais, semble-t-il, plus un commentaire. Mais l'idée de Sandra, de toute façon, c'est que par la pleine conscience intuitive, on peut simplement se mettre en relation avec l'événement en question, l'endroit où on se sent mieux, constater quelque part qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, puis à partir de là, évidemment, questionner pour comprendre
l'information, puis ensuite déprogrammer, donc donner à l'information ce qui est possible. On peut ensuite aller dans le lieu où on se sent moins bien et faire la même chose. Et ça nous permet donc d'aller chercher une information supplémentaire pour mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait nous permettre justement de mieux cerner comme potentiel futur et qu'est-ce qui serait le plus efficace, le plus intéressant pour soi pour amener une transformation évolutive pour nous-mêmes. C'est un petit peu ce que j'aurais tendance à te dire par rapport à ça. Se relever, c'est un peu se régénérer, oui. Se relever, c'est un peu comme finalement se reconnaître à quelque part le droit d'assumer qui on est. Tu vois, c'est déjà différent. Et d'assumer qui on est, c'est peut-être effectivement de se donner l'opportunité de reconnecter avec son essence fondamentale. Alors oui, effectivement, on touche la négantropie à ce moment-là parce qu'on renoue contact avec qui on est véritablement. Et c'est ça la question fondamentale que tu dois te trouver. C'est est-ce que je suis en mesure de me retrouver en harmonie avec cette essence fondamentale que je suis? Et de quelle façon que je peux le faire le plus efficacement possible. Alors, c'est là, quelque part, qu'il y a toute une réflexion à faire. Puis, je te dirais sans doute que, par rapport à ces deux lieux-là, mais évidemment, ça serait d'évaluer est-ce que dans ces... Comme je te dis, c'est que j'ai l'impression, quelque part, que tu as déjà cette réponse. Hein, puis que je pense que c'est donc à toi, effectivement, de faire confiance à ça. Mais c'est toujours intéressant de vérifier. Alors, quand on a une réponse qui est claire, on peut aller vérifier. Tiens, je vais aller vérifier de nouveau. Est-ce que je me sens vraiment bien à cet endroit-là? On peut faire des allers-retours pour vraiment s'assurer, pour développer une confiance, pour justement se donner les meilleurs moyens de se sentir en confiance par rapport à ça. Parce que l'intuition, évidemment, c'est quelque chose qui nous bouscule, qui nous met vers l'avant, qui nous fait avancer vers un grand pas en avant. Mais il faut être capable d'assumer ce grand pas en avant-là. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que l'apprentissage, l'apprivoisement, s'accompagner, ce sont des démarches importantes pour arriver à toucher l'expression juste de ça. Donc voilà, alors je vais vous remercier avec que penser des aides spirituelles. C'est vrai que c'est un thème que j'ai pas abordé. Que penser des aides spirituelles? Bien évidemment, les aides spirituelles, encore une fois, ça fait référence à des êtres. Tantôt, on a vu les univers parallèles sont des états de conscience. Des états de conscience qui sont reliés à des formes. Moi, par exemple, Sylvain Bélanger, je peux avoir un état de conscience de mon enfant, des états de conscience de mes ancêtres, des états de conscience de d'autres vies, et je pourrais aussi avoir des états de conscience d'être spirituel. Ce que je veux faire comprendre, c'est que penser des êtres spirituels? Les êtres spirituels, c'est qui? C'est là la question fondamentale. Si on pense à une personne décédée, c'est qui? On sait que ce sont des états de conscience avec la conférence d'aujourd'hui. Donc, des guides spirituels, c'est qui? Ce sont des formes spirituelles, des formes énergétiques, des formes qui ont une conscience intelligente. Donc, le plus important quand on veut faire un travail avec les êtres spirituels, c'est de reconnaître qu'ils ont une forme de conscience énergétique, spirituelle et intelligente. Ça veut dire que toute forme de conscience est un être potentiellement qui a potentiellement la possibilité de me guider. C'est-à-dire que l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, qui a passé mon histoire personnelle, est un guide potentiel. Si je suis capable de déprogrammer cette mémoire-là de l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, il risque que cet enfant-là de 8 ans me guide vers un chemin qui serait plus en harmonie avec moi. Si je travaille avec un arrière-arrière-grand-père et que je déprogramme cet arrière-grand-père-là, je risque de me retrouver avec un guide il va me guider, cet arrière-grand-père-là. Une mémoire d'autre vie, même chose. Donc, l'idée d'un guide spirituel, c'est une forme de conscience, une conscience expansive. Alors, plus moi je porte un regard dans mon univers super lumineux, un regard limité et figé, moins je suis en communication avec une possibilité de m'ouvrir à une expression évolutive. Plus j'accepte l'idée de la déprogrammation qui me permet de me libérer de la mémoire figée pour accéder à une mémoire expansive, et plus je constate que la mémoire expansive est une forme d'expression des guides. Alors, je pense que c'est important de faire attention à cette notion d'être spirituel, parce qu'on fait encore une fois référence à l'état figé des choses. Ah, je travaille avec mon guide spirituel. C'est qui ton guide spirituel? Ah, mais il s'appelle tel nom, il y a telle forme, etc. C'est très, très sécurisant tout ça, là. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans cet univers, on n'est plus à cette ère-là, je dirais, de figer les choses. On est dans un ère où on doit reconnaître effectivement que la vie est une expression de fluidité et de mouvement, et que oui, bien sûr qu'un guide peut être une expression de cette vie-là, et que oui, bien sûr qu'un guide peut se manifester à nous avec une certaine forme, avec une certaine identité, mais il faut bien comprendre que s'il est trop figé, s'il est trop identifié à sa forme, il nous limite dans notre développement de la conscience. Et ça, il faut faire bien attention à ça pour bien comprendre effectivement que essentiellement un guide spirituel, un être spirituel est là pour nous guider et nous aider. Et quelle que soit la forme qu'il prend, l'important c'est qu'il nous guide et qu'il nous aide. Et dans ce sens-là, c'est la façon la plus simple de collaborer avec un guide, c'est de reconnaître que dans le travail intuitif
quand on voyage dans l'univers superlumineux, on constate qu'il y a une mémoire limitative, une mémoire expansive, et que la mémoire expansive, c'est une forme d'énergie guidante qui nous ouvre et qui élargit notre conscience pour évoluer à des sphères de plus en plus évoluées et de plus en plus élevées. Alors, c'est un petit peu que je dirais comme réponse à toi, Diane, par rapport à cela. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour la conférence. Donc j'espère que vous avez apprécié le contenu de la conférence. J'espère que ça vous a plu. Moi, de mon côté, vous allez recevoir donc le lien par un autre mail qui devrait vous en être envoyé dans les prochains jours et dans lequel je me permettrai, si vous le voulez bien, de vous envoyer des propositions concernant des enseignements que je vais donner dans les prochains mois, tant pour la France, tant pour l'Europe que pour le Québec. Alors, juste très rapidement, donc, d'abord, je vous remercie d'avoir bien été présent jusqu'à la fin de la conférence. J'espère que vous avez apprécié et que c'est des questions, des interrogations, bien faites-les-moi savoir, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'une petite offre, si vous êtes intéressé, donc un niveau 1 de la formation professionnelle qui a lieu très bientôt. Pour l'Europe, ça va être donc, vous avez l'opportunité d'avoir un week-end d'introduction sur la pleine conscience intuitive le 25 et 26 mai à Bulle en Suisse. Et vous avez également un stage de 5 jours qui est la continuité, donc dans le niveau, il y a donc un week-end d'introduction, vous avez 4 modules d'enseignement en ligne et vous avez un stage de 5 jours qui vous permet donc de découvrir la pleine conscience intuitive dans la dimension énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle autour des chakras, dans lequel vous allez apprendre vraiment à faire un travail en profondeur sur cela. Donc, vous avez le week-end d'introduction le 25 et 26 mai à Bulle et un stage de 5 jours du 29 mai au 2 juin, toujours à Bulle en Suisse. Alors, c'est les activités actuelles que je peux vous proposer concernant l'Europe. C'est intéressant parce que je vous fais un prix intéressant, 995 € au lieu de 1495 € pour l'ensemble de l'enseignement, c'est-à-dire le week-end, le stage de 5 jours, la pratique supervisée, puisqu'il y a une supervision après, et vous avez en plus 4 modules d'enseignement très complets sur l'enseignement qui vous prépare donc concernant ce niveau 1-là. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez recevoir un mail dans les prochains jours qui va vous rappeler cette proposition-là et dans lequel vous pourrez vous inscrire si vous êtes intéressé, bien évidemment. Au Québec, ça sera le 15, 16 et juin pour le week-end et un stage du 29 août au 2 septembre dans la région des Laurentides, sans doute à Saint-Sauveur. Même prix, 995 $ pour l'ensemble des choses. Ceux qui voudraient faire que le week-end le peuvent aussi. Grosso modo, ça sera, je pourrais vous le rappeler, là, je pourrais vous donner les prix dans le prochain mail. Je vous donnerai les prix plus précis concernant le week-end pour ceux qui ne voudraient faire que le week-end, qui est une introduction à l'enseignement. Vous avez également la possibilité de faire la formation personnelle sous forme de 15 modules avec 12 mini-consultations. Donc, vous avez un accompagnement, un véritable coaching tout au long de la formation qui touche l'aspect auto-guérison, l'aspect harmonie des émotions et aliments et éveil spirituel. Donc, vous avez quelque chose de très, très complet. Vous avez un bonus qui va s'ajouter. Comment peut-on arriver justement à être, comment peut-on participer au monde, à la transformation dans le monde. Hein? Donc, un module d'enseignement qui va s'ajouter à celui-là, qui va vous apporter donc des réponses de comment on peut travailler sur la collectivité humaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est un thème qu'on a un petit peu vu aussi lors de la conférence. Donc, le prix de tout ça, c'est 795 € au lieu de 995 € ou dollars. C'est un enseignement qui est uniquement en ligne, mais qui est très complet et qui dure à peu près donc 15 mois. C'est un enseignement qui est vraiment assez riche pour ceux qui auraient envie d'y participer. Et puis, pour la suite, bien évidemment, je vous ferai part pour le reste. Ça, c'était les principales propositions que je voulais vous faire. Il y a des consultations, des petits prix, des spéciaux au niveau des consultations qui vont venir, qui vont vous être proposés également lors du prochain mail. Donc, si vous êtes intéressé, bien, vous aurez simplement qu'à prendre rendez-vous avec moi à ce moment-là. Donc, il y a Sophie qui me demande une question. Pour Bulle, ne doit-on pas faire la formation personnelle avant? Non, il n'est pas question. La formation personnelle est un enseignement à part. La formation personnelle est une démarche personnelle dans laquelle les gens vont faire une démarche sur eux pendant une quinzaine de mois avec un accompagnement thérapeutique de coaching pendant 12 mini-consultations avec moi. Donc, c'est ça un peu la formation personnelle. La formation professionnelle inclut la formation personnelle, c'est-à-dire que le niveau 1, par exemple, vous allez aborder l'enseignement de l'introduction, les 3 premiers modules dans la formation personnelle, plus 2 autres modules sur les chakras qui sont vus dans la formation personnelle, mais vous allez avoir un volet professionnel aussi, c'est la différence. Et vous avez donc d'autres enseignements également qui sont donnés, qui vont vous permettre justement donc d'aller chercher des outils vraiment très distincts
pour arriver à être capable de faire un travail sur vous-même, mais surtout, évidemment, faire un travail sur un partenaire, puisque la formation professionnelle s'adresse aux gens qui veulent devenir soignants. Alors que la formation personnelle, elle s'adresse exclusivement aux gens qui veulent faire une démarche personnelle et il n'est pas obligatoire du tout de faire la formation personnelle avant. On peut la faire pendant, puisque la formation professionnelle de 3 années, de 3 niveaux, elle englobe la formation personnelle, elle inclut la formation personnelle dans sa totalité, plus évidemment des enseignements spécifiques concernant la formation professionnelle. Donc, évidemment, c'est enregistré. Donc, Christine me dit que la conférence était inaudible. Alors, il faudrait peut-être voir de ton côté au niveau de ton ordinateur, puisque la majorité des gens semblent m'avoir très bien compris. Donc, il serait intéressant de pouvoir revenir sur le visionnement, le replay qui aura lieu donc dans les prochains jours. Donc, Christine ne désespère pas ce sujet-là. Sandra qui me dit, mais le week-end ouvert à ceux qui ont la formation, qui font la formation personnelle. Les gens qui veulent faire le week-end peuvent le faire, Sandra, concernant donc la formation personnelle, ils peuvent le faire. Donc, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Il suffit simplement donc de me le faire savoir. Mais la formation personnelle n'inclut pas nécessairement un week-end en présentiel. Hein? C'est-à-dire que le module 1, 2 et 3 correspondent à l'introduction en présentiel. Donc, vous avez un module en ligne. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent me le faire savoir, puis à ce moment-là, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire, Sandra, il n'y a pas de problème. Il suffit de me contacter à ce sujet-là par mail, le plus efficacement, pour pouvoir remettre à jour tout ça. Donc, voilà. Alors, je pense que j'ai pas mal répondu à toutes les questions concernant, donc, la conférence. Et puis encore là, les propositions qui, de toute façon, ne soyez pas inquiets, vous allez recevoir un mail qui va vous faire ces propositions-là. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'en tenez pas compte. J'inscrirai également le replay de la conférence pour ceux qui auraient envie de la revisionner, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié d'être en présence avec vous tout au long de cette conférence. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Ça me fera plaisir de vous reproposer un autre sujet de conférence. Si vous avez des sujets de conférence, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est toujours intéressant d'avoir des idées. Hein, quelquefois, on n'a pas toujours les idées si claires pour se renouveler. Donc, si vous avez envie de me faire des propositions, ça me fera plaisir de pouvoir monter une petite conférence pour cela. Donc, je vous dis à très, très bientôt et je vous remercie d'avoir été présent encore une fois. Au revoir.